Et bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce soir. Je vais vous présenter le contexte dans lequel cette conférence inaugurale de Patrick Manilier se tient. En fait, c'est un contexte qui est lié à l'appel à manifestation d'intérêt sur la qualité du logement qui a été lancé. Vous en avez certainement entendu parler le 14 octobre par le ministre de la Culture et la ministre du Logement, qui pose la question de la qualité architecturale. Donc, le Bureau de la recherche architecturale urbaine et paysagère, à partir de cette décision co-ministérielle, a souhaité développer une réflexion sur cette notion de qualité du logement architectural, au-delà plutôt en complément des interrogations sur la chaîne de production du logement, avec l'ensemble des acteurs principaux, maîtres d'ouvrage, collectivités locales et architectes, et a souhaité prendre un peu de recul et faire un pas de côté par rapport à cette interrogation sur la qualité de la chaîne de production, pour s'interroger à quoi sert l'architecture dans un contexte que nous connaissons tous, c'est-à-dire des enjeux de transition écologique dont on parle depuis maintenant plusieurs années, qui ne sont pas juste uniquement faire de l'écologie en plus d'un mode de production à changer, mais qui sont aussi réinterroger ces modes de production, notamment liés au modernisme. Donc, le Bureau de la recherche architecturale a souhaité, d'une part, lancer des conversations, un cycle de conversations avec donc cette conférence inaugurale et 3 conversations qui se succéderont, et aussi pour préparer un programme d'appel à propositions de recherche qui sera lancé en printemps 2022, donc dans assez peu de temps, pour mobiliser à la fois les chercheurs en architecture, qui sont bien entendu dans les écoles, les universitaires, et aussi les praticiens sur cet enjeu de renouvellement des pratiques architecturales, comment développer de nouveaux métiers en matière d'architecture dans un contexte de transition écologique. Et est venue assez rapidement la question de l'habitabilité, au fond, qui est au cœur des métiers de l'architecture et des métiers de l'art de bâtir, et de produire un cadre de vie. Et c'est pour ça que nous avons sollicité Patrick Manilier sur ces questions d'habitabilité, mais pas seulement. Donc, je vais vous présenter le cycle de conversation. Donc, nous avons dans un premier temps cette notion d'habitabilité sur Terre, que peut l'architecture, qui est aussi liée au programme aux travaux de Bruno Latour, qui est beaucoup intervenu, notamment dans le cadre de la pandémie. D'ailleurs, Patrick Manilier a écrit un livre sur les travaux de Bruno Latour, qui s'appelle le philosophe, la Terre et le virus, et qui interroge ses travaux sur cette question d'habitabilité sur Terre et même de remise en cause de l'habitabilité sur Terre au travers des différentes crises et des différentes transitions que nous sommes en train de vivre tous. Donc, je vous rappelle la conférence inaugurale que nous démarrons ce soir. Je voulais vous préciser aussi que suite à la conférence de Patrice Manilier, nous avons choisi des invités qui pourront commenter et intervenir, rendre vivant aussi et interagir entre des acteurs du cadre de vie dont c'est le métier, et Patrice Manilier, qui est philosophe et qui donc a une vision plus conceptuelle et qui nous offrira un récit sur l'habitabilité au préalable. Donc, les personnes qui ont été invitées, c'est Marjane Essamfar, qui est architecte et vice-présidente du Conseil national des architectes, le CNOA, Éric Daniel Lacombe, architecte et enseignant-chercheur, Catherine Sabat, journaliste, et qui est en charge de l'Idéal, l'Institut Idéal, qui traite justement de la question de la production du logement, Dimitri Toubanos, qui est architecte et urbaniste et chercheur, aussi enseignant, et qui anime le réseau de l'ensemble des enseignants qui traitent de la transition écologique dans les écoles d'architecture, et Sophie Ricard, qui est architecte et co-directrice de l'atelier La Preuve par 7, donc qui dégage de nouvelles façons et de nouvelles démarches architecturales au plus près des habitants et dans une logique d'inventivité, notamment liée aux travaux de Patrick Bouchin.
Donc, la première conversation qui aura lieu le 31 janvier de 14h à 16h30 sera animée par Thierry Pacaud, qui est philosophe et qui traitera de Habiter pour exister, suivi d'un dialogue avec Sophie Ricard et Christine Lecomte. Ensuite, il y aura une conversation le 17, le 17 février de 14h à 16h30, animée par Éric Daniel Lacombe, avec une conférence introductive de Michel Dussault sur le spatial care et un dialogue entre Thierry Pacaud et Éric Daniel Lacombe sur la question des abris ouverts, de la notion du logement comme à la fois un lieu d'intimité et un lieu ouvert sur le monde. Et il y aura aussi un dialogue avec Magali Reza, géographe, Yannick Gourville, architecte, et Geoffrey Raven, architecte. Ensuite, une troisième conversation vous sera proposée sur la question de la frugalité, le 10 mars de 14h à 16h30, avec une conférence introductive de Patrick Vivray sur le CARE et un dialogue avec Alain Bonardel, ingénieur, et Philippe Madec, architecte, sur la question de la gestion des ressources au plus près, sachant que ces ressources sont aujourd'hui limitées, pour être capable de produire un art de bâtir qui a une conscience totale de l'économie des ressources pour le faire. Aussi sur la question, bien sûr, de la transformation, parce qu'on parle souvent de bâtir, mais il y a la question de transformer est de plus en plus au centre de l'activité des architectes, de l'ensemble des acteurs d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est pour présenter les conversations. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Peut-être pour parler un peu du programme de recherche et des enjeux pour nous, bureau de la recherche de ce programme. On considère que le service de l'architecture du ministère de la Culture est en charge de la politique en architecture et qu'il a pour objectif de renforcer la capacité des architectes à créer de la valeur écologique, sociale et culturelle. Pour cela, nous souhaitons identifier les déplacements à opérer dans l'exercice des métiers de l'art de bâtir et de développer des savoirs et des pratiques architecturales alternatives à ce que l'on fait aujourd'hui. Et nous menons aussi une réflexion sur l'enseignement de l'architecture dans les écoles pour diversifier les métiers et avoir avoir une vision qui intègre évidemment les questions de transition écologique et d'un contexte de mise en cause de l'habitabilité sur Terre issu de la modernité. Voilà l'enjeu du programme de recherche. Je vais maintenant passer la parole à Patrice Maniglier pour sa conférence. Bien, merci beaucoup Valérie, merci à tout le monde. Merci surtout par avance aux gens qui ont accepté de réagir aux propos que je vais tenir avec vous. Donc je tiens à dire pour commencer, c'est pas par coquetterie que je suis très heureux véritablement d'être avec vous, dans la mesure où les questions qui ont été soulevées par Valérie sont des questions qui m'intéressent effectivement au titre d'une réflexion générale que je mène. Je ne suis pas le seul à le faire, effectivement je le fais en particulier en suivant les indications de Bruno Latour, donc d'une réflexion que je mène au fond sur la question de savoir qu'est-ce que veut dire finalement la transition écologique, quelle est la nature de cet événement qui présente un défi particulier dans lequel nous sommes pris et justement la nature de la question qui nous est posée. Et donc je vais essayer de vous en parler, mais donc ça m'intéresse particulièrement au titre en quelque sorte d'une enquête philosophique, on pourrait dire, pour caractériser cet événement, de voir de quelle manière un des lieux principaux de cette transition écologique, à savoir la question du logement, de la ville, et comme vous le verrez, de l'habitation d'une manière très radicale, de quelle manière en fait cette question est posée aujourd'hui dans des milieux, on pourrait dire, qui sont pratiquement au cœur de l'affaire. Voilà, donc ça, je ne suis pas ici en quelque sorte en qualité d'expert ou de sachant, mais plutôt d'enquêteur. Et donc ce que je voudrais vous présenter, c'est effectivement une manière de voir cette question, plutôt une intuition. Voilà, et donc je suis vraiment sincèrement incompétent. J'ai l'habitude de présenter les philosophes comme des prophètes. Des prophètes, c'est-à-dire des gens qui ont des visions, on ne sait pas trop comment ils en ont. Peut-être par familiarisation avec certaines formes de discours conceptuels.
Ça donne des sortes de capteurs sensoriels et j'espère voilà, que les visions que j'ai sur cette situation vous seront utiles et c'est un petit peu ça l'enjeu. Bon, voilà, donc je commence. Je voudrais commencer par une actualité. En fait, le 18 janvier dernier, pour la première fois, un pays a annoncé l'abandon de sa capitale politique pour des raisons environnementales et qui relèvent d'ailleurs en grande partie du changement climatique, puisque ce jour-là, l'Indonésie a acté par un vote de son Parlement le transfert de sa capitale de Jakarta à la ville encore inexistante de Nusantara, qui devrait donc voir le jour en 2045. En tout cas, être commencé le transfert en 2045. Alors, évidemment, l'idée de cette relocalisation de la capitale indonésienne est très ancienne, mais le projet a été relancé très récemment, en fait, il y a 3 ans, devant l'accumulation des difficultés que la ville rencontre et qui finissent par la rendre, je cite, inhabitable. Donc 60% de la population de l'archipel se trouve concentrée dans la ville, 30 millions d'habitants, des embouteillages qui l'étouffent complètement, des inondations et des pluies torrentielles de plus en plus fréquentes qui font que aussi elles s'enfoncent de 18 cm par an sous le niveau de la mer. Or, le paradoxe, en fait, est que la manière dont la nouvelle capitale est envisagée risque de contribuer à rendre en fait nécessaire le déplacement d'autres capitales, d'autres métropoles, d'autres villes, sur d'autres côtes, dans d'autres continents, ailleurs, elles aussi. Et peut-être finalement, d'ailleurs, la manière dont cette ville capitale nouvelle est envisagée finira par saper les conditions même de sa propre pérennité. Pourquoi ? Parce que cette ville nouvelle est prévue pour être installée en plein milieu d'une forêt tropicale, déjà très durement affectée par les 30 dernières années ou les 50 dernières années de mondialisation, et d'accélérer donc la déforestation et la destruction d'un des grands poumons verts de la planète, ce qui veut dire aussi de rendre le réchauffement climatique encore plus dur, et donc les conditions d'habitation encore plus compliquées. Donc, cette ville est prévue pour être merveilleusement habitable pour ses habitants, mais en vérité, elle va dégrader l'habitabilité de la planète et donc aussi, en vérité, de ses habitants. Donc, loin de témoigner d'une profonde compréhension de l'habitabilité, en vérité, il me semble que ce mouvement, ce transfert de capital, témoigne bien de la négligence dans laquelle nous sommes de la question, en fait, de l'habitabilité. Bon, donc cette actualité illustre les termes nouveaux dans lesquels, à mon avis, se pose la question de l'habitabilité et le déplacement de problèmes, déplacement de problématiques sur lesquelles moi je voudrais essayer d'insister. La question de l'habitabilité a été abordée dans la tradition de la théorie de l'architecture et de l'espace en général. Jusqu'à récemment, a été abordée au fond d'une manière, on pourrait dire, locale, comme une relation entre un espace particulier et un occupant particulier, ou un ensemble d'occupants, ou un groupe d'occupants, avec, dans des termes qu'on pourrait dire, en fait, au fond, humano-centrés. C'est-à-dire, la question est de savoir si cet espace objectif peut devenir une partie, on pourrait dire presque, de cet occupant particulier qui sont les êtres humains, qui ont comme particularité d'avoir un rapport à eux-mêmes. Autrement dit, la question est posée de savoir si le caractère objectif et matériel, en quelque sorte, des espaces peut être commensuré au caractère subjectif et spirituel ou vécu des occupants que nous sommes, nous autres êtres humains. Et la question de l'habitabilité, au fond, est posée dans les termes de cette opposition objectif-subjectif, on pourrait dire inhumain-humain, humanisable, non humanisable, et donc dans des termes, au fond, qu'on pourrait dire humanistes. Alors vous aurez peut-être reconnu ici, en tout cas pour celles et ceux qui s'intéressent à la philosophie dans l'affaire, la manière dont les réflexions de Martin Heidegger, d'un côté, ou de Gaston Bachelard de l'autre, ont contribué à cette réflexion sur l'habitabilité. Mais il me semble aujourd'hui que le problème de l'habitabilité ne peut plus se poser dans ces termes-là, parce qu'il inclut un nouvel élément, qui est la planète dans son ensemble. Et je voudrais être un petit peu plus précis, je dirais
au fond, la question de l'habitabilité aujourd'hui, c'est celle de savoir de quelle manière notre modalité, notre manière de tracer un sillon sur cette terre, de faire produire notre existence en traçant notre sillon sur la terre, affecte la capacité justement de cette planète sur laquelle nous sommes à permettre à d'autres existences, actuelles ou inactuelles, présentes ou futures, imaginables ou peut-être même non encore imaginables, de tracer à leur tour un sillon sur cette planète. Donc il ne suffit pas de s'assurer de l'appropriabilité locale, en quelque sorte, d'un espace objectif ou matériel à un sujet capable d'expérience. Il ne s'agit pas de s'assurer de la commensurabilité entre le côté, disons, matériel et le côté vécu, le côté de la res extensa, comme on disait en latin avec Descartes, et le côté de la sensation de soi, en quelque sorte, du cogito, pour avoir garanti l'habitabilité. Donc encore une fois, si on vit dans une ville merveilleusement habitable, où les gens se sentent très bien, très à l'aise, parfaitement à demeure, où le séjour des mortels est garanti, comme dirait Heidegger, ça ne veut pas dire en fait que nous nous soucions véritablement de l'habitabilité. Ça ne veut pas dire que cet espace dans lequel nous sommes n'affecte pas négativement la capacité du système Terre à accueillir d'autres occupants capables à leur tour de faire leur demeure sur cette planète. Bon, donc voilà un petit peu le problème, à mon avis, de l'habitabilité. Alors je voudrais en fait insister sur, enfin, disons, relever trois aspects successivement à partir de ce problème. Premier, je voudrais commencer dans un premier temps à essayer de recaractériser justement l'enjeu de ce qu'on appelle la transition écologique dans les termes de l'habitabilité. Et expliquer qu'au fond, ce qu'on appelle transition écologique, en général, partout, pas simplement dans la question du logement, c'est le problème de l'habitabilité. Et dans un deuxième temps, je voudrais du coup en venir à la remarque qui m'intéresse en fait, qui est de dire, bon, alors, si vraiment la grande question du présent aujourd'hui, c'est la question de savoir comment nous affectons par notre manière d'habiter l'habitabilité même de notre propre planète, alors quel est le rôle particulier, disons, du logement, c'est-à-dire du fait d'intervenir, d'un art en quelque sorte, qui ne se limite pas à celui de la construction, mais enfin d'un art de l'intervention qui sinon fabrique, du moins dessine, oriente, dirige notre habité. Donc de quelle manière l'art de fabriquer, d'organiser les habitats humains est affecté par le fait que désormais, ce qui se joue en fait dans ces habitats, comme dans le reste de ce que nous faisons, c'est l'habitabilité planétaire. Et dans un troisième temps, je voudrais faire quelques petites remarques justement, enfin, je voudrais vous suggérer une vision que j'ai eue, à savoir que peut-être effectivement ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est aussi une redéfinition peut-être du rôle de l'architecte. C'est une chance à certains égards, peut-être pour l'architecture. Alors, j'en parle comme ignorant, donc véritablement d'un point de vue très lointain, je dirais comme amateur d'architecture. Encore, je ne saurais même pas me dire amateur. Donc j'ai l'impression qu'il y a là quand même une manière de repenser le rôle de l'architecte, je dirais comme un clinicien de l'habitabilité. Et ça suppose peut-être un profond changement de paradigme dans l'approche de la question de l'architecture, dans la manière dont à la fois on définit ce que c'est que l'acte d'architecture, mais aussi sa position en quelque sorte sa position dans le monde, enfin sa position dans l'ensemble de ces activités par lesquelles nous habitons en fait sur cette planète. Voilà donc mes trois temps. Donc un premier temps donc de revenir sur cette notion de transition écologique comme question d'habitabilité. Donc dans un deuxième temps de centrer sur la question du logement. Dans un troisième temps, essayer donc de revenir sur la question de finalement quel rôle pour l'architecture ou comment redéfinir peut-être le paradigme même de légitimation et de fondation d'une pratique qui serait la pratique de l'architecture dans un monde comme celui-ci. Alors commençons donc par le premier point. Donc bien sûr, le logement est au cœur des défis de ce qu'on appelle la transition écologique. Je rappelle que le logement représente en France 25% des émissions de CO2,
C'est 45% de la consommation d'énergie. C'est le second secteur économique le plus émetteur de notre économie, après le transport. Et c'est le premier poste de dépense des ménages. Donc c'est quelque chose d'énorme. Et évidemment, un des grands lieux dans lesquels se concentrent les questions qui relèvent de la transition écologique. Mais la question, c'est de savoir qu'est-ce que ça veut dire, transition écologique. On a l'impression qu'on sait ce que ça veut dire. Et je pense qu'il y a, en gros, je pourrais dire deux manières d'aborder la question, l'idée selon laquelle qu'il y a quelque chose qu'il faut changer dans nos usages en cette matière, qui est le logement, mais comme ailleurs. Selon une première approche qu'on pourrait dire technocratique, il s'agit de changer notre manière de fabriquer le logement, de sorte à éviter un certain nombre, disons, de nuisances ou d'externalités qui ont été repérées. Donc, selon cette approche, donc on pourrait dire orthopédique, corrective, on a identifié un certain nombre de mécanismes hétérogènes les uns aux autres, qui ont pour point commun qu'ils produisent des effets indésirables et d'ailleurs aussi réparables à certaines mesures. Et on peut remplacer ces mécanismes par d'autres. Alors ici, ce sera le fait qu'une mauvaise isolation thermique contribue au réchauffement climatique et que le réchauffement climatique est considéré par ailleurs comme un problème. Ce sera l'idée sur laquelle certains bois tropicaux, par exemple, contribuent à la déforestation, qui elle-même contribue au réchauffement climatique et d'ailleurs à d'autres nuisances, disons, d'autres problèmes, voire à l'extinction des espèces et un ensemble de problèmes qu'on appellerait écologiques. Bon, ailleurs, c'est le fait que l'emplacement de certains sites choisis pour la construction implique un mode de transport qui est très émetteur, etc. Donc on va identifier un certain nombre de mécanismes qui, dans cette activité, contribuent à produire des externalités négatives et qui donc doivent être corrigées. Donc un petit peu comme on a exclu finalement le plomb et l'amiante des constructions, on mettrait en place un certain nombre de réglementations, cas par cas, question par question, pour corriger les conséquences délétères et contre-productives de certaines manières de fabriquer des logements et de répondre à la question, disons, de la spatialisation de nos existences. Bon, évidemment, ce genre de choses sont très fréquentes et probablement très utiles. On peut penser au label NF Habitat, haute qualité environnement, des choses de ce genre-là. Mais dans cette conception, dans cette approche très technocratique de la transition écologique, vous voyez bien qu'on n'a pas d'interprétation finalement globale de ce qui est en jeu dans l'affaire et de la raison pour laquelle nous nous trouvons mobilisés dans cet effort. On travaille au cas par cas, telle manière de faire induit tel effet secondaire ou externalité nuisible qui peut être remplacé par tel autre, donc on fait une recommandation, voire éventuellement une réglementation. Donc cette manière technocratique, en fait, a un inconvénient majeur. Elle va demander un effort considérable aux populations sans donner de perspective globale sur le processus dans lequel cet effort s'intègre. En somme, elle ne raconte en fait aucune histoire. Elle présente ces efforts immenses comme de simples ajustements de bon sens. Et du coup, elle a une force mobilisatrice très faible. C'est-à-dire qu'avant d'arriver à des réglementations ou avant d'arriver à ce que les gens effectivement épousent ces recommandations, comme les labels le proposent, il faut déjà en donner le désir d'une certaine manière. Car ça a un coût, c'est un effort, ne serait-ce qu'un effort de changement d'habitude. Donc nous sommes dans ce paradoxe-là, je crois, au regard de la question de transition écologique, c'est-à-dire qu'on est face au défi d'une mobilisation générale de toutes les énergies d'une civilisation pour changer des choses qui sont, disons, inscrites véritablement dans la capillarité de nos existences. Et pourtant, on est démuni de toute capacité à donner une sorte de souffle épique à cet énorme effort qui nous est demandé. Et on le voit bien aujourd'hui, on vibre beaucoup plus à l'idée qu'il faut combattre les islamo-gauchistes à l'université qu'à l'idée selon laquelle il faudrait peut-être changer quelque chose dans notre manière, par exemple, de nous rapporter à la question du logement ou du bâtiment, ou tout simplement de l'habitation, de la ville, etc., dans une terre qui se réchauffe. Donc, je pense qu'il faudrait... je pense que c'est pour ça qu'il y a de bonnes raisons de faire appel à quelqu'un comme moi, des philosophes, à des gens qui sont capables, en gros, d'essayer de proposer une vision intégrale, une vision globale de ce qui est en jeu, du problème,
et non pas simplement donc l'idée d'une sorte de correction au cas par cas. Donc il faut en gros un grand récit, et il faudrait qu'on soit capable de nous dire les uns aux autres, dans quel moment, en quelque sorte, de l'histoire nous sommes, quel est l'enjeu planétaire, au regard de l'histoire humaine, et peut-être même du destin tout entier de la planète. Donc quel enjeu nous sommes, de la même manière, si vous voulez, que la modernité a promis une sorte d'émancipation des énergies humaines, une sorte de réponse aux grands rêves de l'humanité. Vous vouliez voler, on vous fait des avions. Vous vouliez vaincre la famine, on produit une agriculture industrielle. Vous vouliez vous abriter des intempéries, on produit en fait des logements en grande quantité, etc., etc. Donc la modernité est un rêve, à proprement parler, est un rêve. Donc je pense que, on pourrait dire, il faut faire rêver. Il faut aussi expliquer que en fait ce rêve est un cauchemar, ça c'est vrai, mais il faut aussi faire rêver. Et faire rêver, ça veut dire expliquer d'une certaine manière quel est l'enjeu cosmique, passionnant de cette situation. Et je crois qu'on peut le dire de la manière suivante. Je crois qu'au fond, nous sommes à un moment de notre histoire dans lequel nous pouvons enfin prendre en compte la condition terrestre qui est la nôtre dans notre manière de fabriquer cette existence terrestre. Et c'est ça que je voudrais expliquer. L'enjeu pour moi aujourd'hui, c'est de reterrestrialiser nos vies. Il y a là un contenu de vérité parce que nous sommes des êtres terrestres, mais peut-être jusqu'à très récemment, jusqu'aux 50 dernières années, nous n'avions aucune raison de nous soucier à ce point du caractère terrestre de nos vies, du fait que nous sommes imbriqués dans les grands cycles de la régulation planétaire. Aujourd'hui, étant donné l'échelle de notre impact au niveau planétaire, nous sommes obligés d'accepter, enfin de prendre en compte le caractère terrestre, le fait que notre action se situe non pas simplement à l'échelle de nos vies, mais à une échelle planétaire. Et c'est sur ça, en fait, que je vais essayer d'insister. Donc, l'idée est bien que ici, pour la première fois, je dirais peut-être même dans l'histoire de la Terre, le fait que un terrestre ou des terrestres soit des terrestres, c'est-à-dire soit soumis à la condition terrestre, devient potentiellement quelque chose qui peut infléchir leur manière de vivre, leur manière de produire leur existence terrestre. La condition terrestre va altérer notre production terrestre. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. L'enjeu, c'est de prendre conscience du caractère terrestre, de ce que j'appelle la terrestrialité de nos existences. Et c'est passionnant, c'est-à-dire que c'est effectivement une révélation. Donc, je veux dire, de même que, si vous voulez, Marx et Engels promettaient la sortie d'une société de classe sur des échelles, donc avec quelque chose qui impliquait des échelles temporelles immenses, en fait. De même, aujourd'hui, je crois qu'on peut dire, en effet, que nous sommes certes dans une catastrophe et dans la préparation à une série de catastrophes, peut-être même un cataclysme, en vérité, mais on est aussi, justement, à un moment où peut-être une vérité profonde de notre existence peut revenir vers nous et devenir quelque chose qu'on pratique. On n'a pas eu l'occasion jusqu'à présent de pratiquer notre existence terrestre, tout simplement parce que, les êtres du néolithique que nous étions, peut-être n'avaient pas à ce point une activité terrestre. Donc ici, je crois que c'est là où je suis Bruno Latour. C'est là où Bruno Latour dit, il a cette idée sur laquelle, au fond, l'enjeu aujourd'hui, c'est ramener les modernes sur Terre. Ramener les modernes sur Terre, ça veut dire d'abord, bien entendu, que les modernes ne sont pas sur Terre. Il y a un problème avec le fait d'être moderne, c'est que précisément, l'existence moderne a négligé sa condition terrestre. Comme je l'ai dit, la modernité, c'est une promesse, c'est un projet, c'est une proposition de transformation qui est tout à fait réelle, qui correspond à ce qu'on pourrait appeler la grande accélération. Il y a des indicateurs très nets du fait que quelque chose est arrivé. La modernité n'est pas simplement un pur fantasme. Il y a eu une discontinuité radicale dans l'histoire humaine qui peut s'enregistrer au niveau planétaire. Donc, quelque chose qui est arrivé, on ne le négligera pas. Mais donc, cet événement qui est la transformation par modernisation des existences, humaines et non humaines, cet événement a comme caractéristique d'avoir négligé
son caractère terrestre, sa condition terrestre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Comme vous le savez, s'il fallait généraliser le mode de vie états-unien à l'ensemble des habitants, des êtres humains, il nous faudrait, selon certaines estimations, 5,7 planètes. Il en faudrait, je crois, 3,2, si je me rappelle bien, pour les Français, ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que la promesse moderne, et les États-Unis ont bien entendu représenté cette réalisation du projet moderne comme rupture avec un passé qui le précédait et qui est d'ailleurs représenté par l'Europe. Et la séparation était matérialisée par l'océan Atlantique. L'Europe était le passé, l'ancien monde, n'est-ce pas? Et l'Amérique, ou plus exactement les États-Unis d'Amérique, étaient en l'occurrence le nouveau monde au sens du lieu de la modernité, du lieu d'arrachement de la tradition. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez de Titanic, le blockbuster de James Cameron, mais au fond, c'était assez extraordinaire d'ailleurs de penser que ce film, en fait, sur ça, c'est l'héroïne, en fait, rompt avec le monde corseté de la vieille Europe pour entrer enfin dans le monde libéré de l'Amérique, et c'est en fait une représentation de la modernité, et curieusement, le Titanic est entre les deux, alors qu'en vérité, c'est justement le continent américain tout entier qui fait de la Terre un Titanic aujourd'hui. Bon, donc la rupture en quelque sorte moderne, vous voyez bien qu'on sait aujourd'hui qu'en réalité, cette promesse adressée à l'ensemble de l'humanité n'est pas tenable. N'est pas tenable parce qu'il n'y a pas de terre pour ce projet. Il n'y a pas de terre pour ce projet du tout. Bon, il y a d'autres manières de le représenter. On parle du jour de dépassement de la Terre, c'est-à-dire du jour de l'année à partir duquel on estime que l'ensemble des ressources renouvelables de la Terre sont épuisées. Chaque année, en fait, il est un peu plus tôt dans l'année. Donc, cette année, en 2021, il était le 29 juillet. Il était le 14 août, je crois, en 2020. Donc, ça va très vite. Ça se rapproche de plus en plus du jour de l'an. Donc, bonne année, bientôt, voudra dire en même temps, c'est fini, en vérité. On a épuisé toutes les ressources renouvelables de la Terre quasiment le 2 janvier. Bon, donc, c'est ça que je veux dire quand je dis qu'il n'y a pas de terre pour ce projet moderne. Et la grande question, justement, c'est de faire revenir sur Terre, c'est-à-dire de ce projet moderne, c'est-à-dire de transformer, en fait, nos modes d'existence tels qu'ils sont aujourd'hui, de telle sorte qu'ils intègrent cette contrainte terrestre. Mais attention, quand je dis qu'il n'y a pas de terre pour le projet moderne, je ne veux pas simplement dire qu'on a affaire à une sorte de réservoir dans lequel on puiserait un certain nombre de ressources et que, bon, on se rendrait compte que finalement, ces ressources sont épuisables et qu'on est en train de voir, en fait, le fond du réservoir. Non, c'est un petit peu plus grave, en vérité même, que cela, parce que, et c'est là on va bientôt arriver à la question de l'habitabilité, à proprement parler, parce que le problème, c'est que si la Terre constitue une limite au projet moderne, c'est pas simplement parce qu'elle est un réservoir passif et avec une quantité finie de ressources, c'est aussi parce qu'en fait, elle est un agent sensible. La Terre réagit. Elle a une certaine capacité d'initiative. Et comme le dit très justement Bruno Latour, il faut dire de la Terre qu'elle est un actant parmi d'autres. Elle est quelque chose qui réagit. Donc la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est pas qu'on est en train d'atteindre, par exemple, un pic pétrolier dans lequel les ressources des hydrocarbures, par exemple, on se trouverait qu'ils seront finis. Le problème est que si nous brûlons ces ressources en hydrocarbures qui sont dans les sous-sols de notre planète, on envoie l'atmosphère de cette planète sur des trajectoires de réchauffement à 5-6 degrés, d'après le dernier rapport du GIEC, voire, selon certaines estimations, peut-être même à plus. C'est-à-dire qu'en fait, on produit un événement, un réchauffement global qui n'a pas eu d'équivalent sur les 10 millions d'années qui nous ont précédés. Je vous rappelle que notre espèce telle qu'elle est a même pas 200 000 ans en fait. Donc dans un tel contexte, donc, il va y avoir une transformation évidemment très radicale de l'ensemble des territoires terrestres. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que la Terre réagit aux émissions de carbone. Donc c'est pas simplement un effet passif, c'est une réaction due à quoi? Au fait que cette Terre n'est pas simplement un espace, un contenant dans lequel on peut déverser des choses. Cette Terre, en fait, est un ensemble de régulations interconnectées les unes aux autres, qui certes ne forment pas un organisme cohérent, mais qui néanmoins, effectivement, a une certaine capacité d'initiative, au sens où, si vous faites quelque chose, elle va réagir de manière non linéaire à votre action.
Pourquoi? Parce qu'elle va rechercher un nouvel équilibre. Donc elle a une capacité d'initiative au sens où il y a quelque chose qui vient d'elle, qui est justement la nécessité de retrouver des équilibres. Donc, et c'est ça que veut dire en fait le caractère terrestre. Être terrestre, ça ne veut pas simplement dire être placé sur la Terre, être posé à la surface de la planète. Être terrestre, ça veut dire en fait être pris dans ces régulations terrestres. Et là, on rejoint une considération importante pour Bruno Latour, mais qu'il doit en fait à James Lovelock, le grand savant et entrepreneur britannique, qui a aujourd'hui 101 ans, je crois, et Lynn Margulis, biologiste états-unienne, et c'est le mot Gaïa. C'est le mot Gaïa. Donc finalement, c'est pour ça qu'un certain nombre de gens, je pense ici en particulier à la philosophe belge Isabelle Stengers, caractérisent ce qui nous arrive sous le nom de intrusion de Gaïa. Pourquoi? Parce que justement, Gaïa, c'est le nom qui a été donné à cette entité, cet agent, cet actant, qui est capable de réagir aux actions qui se font en elle, sur elle, si vous voulez. Donc, Gaïa, ce n'est pas exactement la planète Terre au sens de Newton, au sens astronomique du terme. Ce n'est pas la planète telle qu'elle est placée dans le système solaire par rapport à Mars, Vénus, etc. Ça l'est en partie, dans la mesure où la position de la planète relative à son étoile va déterminer son habitabilité, c'est-à-dire sa capacité à accueillir des vivants. Mais Gaïa, ce n'est pas ça. Gaïa, c'est un être fondamentalement historique. C'est un être qui se modifie du fait de l'action de ses propres habitants. Donc en fait, ce que Gaïa nomme, très précisément, c'est la capacité des habitants d'un espace à modifier les conditions d'habitabilité. C'est ça le point central, et c'est pour ça que vous voyez bien qu'on a affaire à une question, en vérité, d'habitabilité. Lovelock, c'est quelqu'un qui travaillait sur la question de la vie sur des exoplanètes, et qui s'est rendu compte finalement qu'on n'avait pas besoin d'aller sur Mars pour savoir s'il y avait de la vie sur Mars. Il suffisait de regarder la manière dont les rayons solaires étaient infléchis pour voir qu'en fait l'atmosphère de Mars était une atmosphère en réalité qui était stable. Alors que l'atmosphère de la Terre, eh bien l'atmosphère de la Terre, elle est le résultat de l'action des terrestres, des agents terrestres. S'il y a de l'oxygène sur la Terre, c'est la conséquence de la pollution par les cyanobactéries. Donc, ce sont en fait des vivants qui ont climatisé la Terre et l'ont rendue habitable pour d'autres vivants. Donc il faut bien comprendre que l'habitabilité d'une planète n'a pas une condition statique et donnée, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer au XIXe siècle. L'habitabilité d'une planète est la conséquence d'une histoire dans laquelle sont engagés les terrestres. Et vous savez peut-être que le modèle que Lovelock prend pour illustrer cette idée d'une interaction entre les terrestres et la Terre, entre les habitants et les conditions d'habitabilité, c'est un petit modèle qu'il appelle le modèle Daisy World, le modèle des pâquerettes, dans lequel il dit imaginez une planète qui n'est faite que de pâquerettes. Mais ces pâquerettes ont la capacité, par les mutations, d'être plus ou moins blanches ou noires, de varier leur niveau de gris, en quelque sorte. Imaginons maintenant qu'en fonction du degré de luminosité, cette planète a une température plus ou moins grande. C'est le cas de toutes les planètes. Et que l'albédo de la planète, c'est-à-dire sa plus ou moins grande clarté, sa plus ou moins grande capacité à réfléchir la lumière, évidemment, infléchit la température. Plus c'est clair, plus c'est chaud. Plus c'est sombre, moins c'est chaud. Eh bien, dit Lovelock, les pâquerettes vont se développer, muter, évoluer, de telle sorte à arriver à un niveau de température optimal pour leur propre développement. Donc elles vont d'une certaine manière climatiser la planète, de sorte à ce que ce soit optimal pour leur propre développement. Donc il y a une interaction. Donc ce que Lovelock est en train de dire, c'est que ce qu'on doit appeler la vie, c'est un agent de régulation terrestre.
C'est pas, encore une fois, il ne faut pas penser qu'on a un espace, hop, et puis à l'intérieur, des choses placées dedans, quoi. En vérité, il y a une relation entre le contenant et le contenu qui est une relation d'action réciproque, de modification réciproque, d'interaction et éventuellement de régulation progressive. Bon, donc voilà. Donc si on est dans un monde limité, fini, hein, si le projet moderne rencontre une limite terrestre, qui le renvoie à sa condition terrestre, ça veut dire qu'il le renvoie au fait que ce que nous faisons dans notre manière de fabriquer notre séjour terrestre affecte les conditions d'habitabilité de la planète Terre en général, tout entière, pour tous les terrestres et éventuellement pour tous les temps. Car comme je l'ai dit, Gaïa est un être historique, et quand on change quelque chose de manière aussi radicale, en quelque sorte, qu'on risque de le faire, enfin, que nous sommes en train de le faire, il est possible que, enfin, c'est forcément irréversible, c'est pour toujours. Donc on parle aujourd'hui d'une 6e extinction. Si cette extinction est avérée, bon, ça veut dire d'abord que l'action de la civilisation industrielle, ce qu'on appelle la modernité, est équivalente à celle d'une comète ou à celle d'un supervolcan en explosion. Donc c'est des niveaux cosmiques, véritablement cosmiques, d'événementialité. On a à charge un événement dans le genre qu'il y en a eu 6 peut-être dans l'histoire des 5 milliards d'années de l'existence de la Terre. Donc c'est quand même un enjeu particulier. Bon, et évidemment, l'enjeu ici, c'est l'enjeu de, effectivement, l'habitabilité, c'est-à-dire la possibilité pour des vivants, et j'entends par vivants des êtres capables de modifier précisément les conditions d'habitabilité de leur espace, donc de la possibilité pour des vivants de continuer à le faire. Alors peut-être effectivement que la planète Terre ne deviendra pas radicalement inhabitable du fait de l'activité des modernes, mais en tout cas, elle rendra peut-être la planète Terre inhabitable pour un nombre très considérable. Hein, lors d'une dernière extinction, lors du Permien-Trias, quand même 95% des espèces marines et 70% des espèces terrestres ont disparu. Donc une très grande extinction est quelque chose de particulièrement grave. Et si vous vous intéressez à ça, vous avez qu'à faire rechercher un petit peu les modèles qui sont développés aujourd'hui par le Stockholm Institute of Resilience avec Johan Rockström et rechercher par exemple des choses sur la Hothouse Earth, les scénarios en fait de réchauffement climatique qui nous amènent en fait vers une terre serre. Et vous verrez que c'est pas très joyeux. Donc l'enjeu ici est un enjeu effectivement absolument considérable. Et c'est un enjeu qui doit être formulé en termes d'habitabilité. Donc le problème de la transition écologique, ça n'est rien d'autre que le problème de l'habitabilité, ou plus exactement, c'est la question de savoir de quelle manière la manière dont nous habitons sur Terre affecte l'habitabilité de la Terre. Donc c'est une manière de qualifier ce qui nous arrive en termes d'habitabilité. Voilà. Alors donc vous voyez que ça déplace la question de l'habitabilité d'une manière, à mon avis, et c'est mon deuxième point, si vous voulez, d'une manière qui ne peut que résonner avec les réflexions sur l'habitabilité qui ont eu lieu dans le champ, on va dire, de l'architecture, de la réflexion sur le logement, etc. Bon, je vais passer assez rapidement parce que malheureusement, j'ai pris déjà beaucoup de temps pour qualifier la question de la transition écologique comme un grand événement épique dans lequel nous pourrions assumer notre condition terrestre en tant que terrestre. Mais je dirais que, bon, si le lien entre logement, bâtiment et habitat est évident, on voit que là, il a changé de nature. On voit qu'aujourd'hui, il faut toujours, bien entendu, quand on envisage un bâtiment, se soucier de l'habitabilité. C'est bien ce que je dis, il faut se soucier de l'habitabilité. Mais cette habitabilité n'est plus simplement l'appropriabilité, j'insiste sur le mot appropriabilité, c'est-à-dire se rendre propre, se rendre à soi, l'appropriabilité par un sujet particulier d'un certain espace local, objectif et matériel. Il ne s'agit pas de savoir si, ici, là où je suis,
eh bien, je peux le faire mien, le rendre appropriable, que ce soit pour des raisons parce qu'il n'y a pas, il y a pas trop de moustiques, ou parce que c'est pas fait de manière si géométrique que mon âme se sent étrangère à ce monde, ou que, enfin, toutes les manières dont on a réfléchi de cette question de l'habitabilité me semblent en deçà du problème tel qu'il est aujourd'hui. La question de l'habitabilité aujourd'hui est la question de savoir si la manière dont on fabrique ce bâtiment ou la manière dont on habite cet espace affecte plus ou moins la possibilité pour la planète tout entière, et il n'y en a qu'une, de s'approprier précisément des territoires. De s'y approprier donc non seulement ici, mais aussi ailleurs, donc on passe du local au global, mais aussi non seulement maintenant, mais pour toujours. Donc on passe d'une temporalité disons, relativement maîtrisable à une temporalité très largement ouverte. Donc la question de l'habitabilité change de nature, et c'est pour ça que je disais, elle sort complètement de la problématique humano-centrée, telle qu'on la trouve au fond, à mon avis, toujours chez des gens comme Heidegger ou Bachelard, et elle devient une problématique qu'on pourrait dire géocentrée. Géocentrée. Et là, je suis ici les réflexions, je vous invite en tout cas à prendre connaissance des réflexions de ce grand historien indien qui s'appelle Dipesh Chakrabarty, dans un livre justement qui s'appelle The Climate of History in a Planetary Age. Je ne sais pas si vous le voyez à l'endroit. The Climate of History in a Planetary Age. Et Chakrabarty dit bien, assez justement, il dit, bon, on a un problème d'habitabilité. Oui, c'est vrai, au sens de l'habitabilité d'une planète. Mais il dit, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on se trouve devant une situation étrange, incroyable, dans laquelle nous devons gérer politiquement, dans une temporalité qui est celle des temps historiques, des processus qui sont des processus qui ne sont pas dans les temps historiques, c'est-à-dire qui même potentiellement excèdent la durée de l'espèce humaine tout entière. Puisqu'on parle de choses qui relèvent effectivement de centaines de milliers, voire de millions, voire de dizaines de millions d'années. Et donc il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, il dit, on se trouve dans une situation dans laquelle on doit habiter en première personne, pour ainsi dire, habiter comme sujet politique, habiter comme être de culture, habiter comme sujets sociaux, un espace que nous n'habitons pas en vérité, parce que la planète, nous ne l'habitons pas. La planète est le lieu où se déterminent les conditions de possibilité de l'habitabilité, mais ce n'est pas ça qu'on habite. On habite de manière plus locale, avec des temporalités plus courtes, etc. Donc, on se trouve confronté à cette situation dans laquelle nous devons, encore une fois, être à la fois dans un temps politique et dans un temps géologique. Et c'est ça la question qui nous est posée aujourd'hui. Donc, le problème de l'habitabilité, il sort de cette opposition objectif-subjectif, géométrique vécu, matériel, spirituel, qui avait beaucoup organisé ces réflexions sur l'habitabilité. Mais il sort aussi de la réflexion entre actuel et virtuel. Il ne s'agit pas de savoir comment concevoir des habitats actuels, mais aussi de s'intéresser justement à des choses virtuelles, non seulement, encore une fois, ailleurs que ici, mais aussi plus tard, et voire dans des temporalités très éloignées. Et enfin, le troisième déplacement, c'est qu'on change du local, enfin de la considération de l'habitabilité comme un problème de face à face, en quelque sorte local, à un problème global. Et donc, voilà, il y a une modification du problème de l'habitabilité. Et je dirais que ce problème de l'habitabilité, au fond, ce qui m'intéresse, c'est que, évidemment, les pratiques du bâtir, qui sont celles de l'architecture, de l'urbanisme, mais aussi de l'ingénierie, des programmistes, des décideuses et des décideurs publics, enfin, les pratiques de l'espace en quelque sorte utilisées, de l'espace organisé socialement, ces pratiques-là, évidemment, elles ont toujours eu à faire avec l'habitabilité. Et donc la question qui se pose aujourd'hui est de savoir, finalement, qu'est-ce que ça veut dire que de leur dire, mais oui, vous avez affaire à la question de l'habitabilité, mais vous y avez affaire d'une manière, on pourrait dire, intégrale. Donc, c'est ce que j'appelle l'habitabilité intégrale. C'est-à-dire que,
aujourd'hui, il ne s'agit pas de simplement prendre en compte un certain nombre de questions écologiques ici ou là qui seraient impliquées dans la fabrication de nos logements ou des bâtiments. Non, il s'agit effectivement de savoir qu'est-ce que ça veut dire habiter en préservant l'habitabilité. Et peut-être, j'insiste, peut-être aujourd'hui, enfin, pour la première fois dans l'histoire de l'architecture, de l'urbanisme, des arts, de l'espace socialement organisé, pour la première fois, on peut se poser la question de l'habitabilité intégrale. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? Organiser notre habitat de telle sorte qu'on ait le souci de l'habitabilité intégrale. Voilà un petit peu, à mon avis, une manière, en tout cas, que je proposerais de caractériser le défi qui nous est posé aujourd'hui. Donc cette transition écologique dans le domaine du logement ou du bâtiment, vous voyez qu'au fond, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, est-ce qu'on est capable de prendre au sérieux le problème de l'habitabilité et de le prendre intégralement au sérieux ? Et qu'est-ce que ça veut dire, encore une fois, habiter au sens actuel du terme ? Habiter, ça veut dire prendre sa part de l'histoire de la Terre. Ça veut dire infléchir, dans un sens ou dans un autre, la trajectoire de cet être radicalement historique qu'est notre planète, justement, qui n'est pas une entité donnée à l'intérieur de laquelle on se trouve, mais quelque chose qui résulte de la manière dont nous y sommes, exactement. Donc, si vous voulez, habiter, ça veut dire décider pour la Terre, forcément décider pour la Terre. Et aujourd'hui, justement, l'intérêt de cette situation et le danger extrême, c'est que nous ne pouvons plus l'ignorer. Alors, pour terminer, donc, quelques phrases simplement, peut-être sur ce que je suis le moins autorisé à dire, à savoir que serait, disons, le rôle de l'architecture, peut-être, ou comment repenser le statut de l'architecture dans le cadre de ce problème. Alors, peut-être je vais me permettre d'allumer la lumière avant de terminer. Alors, bon, donc rendre cette planète, enfin rendre plus exactement notre existence plus habitable, ce sera l'enjeu. Et pour ça, donc, comme j'ai dit, il ne suffit pas de répondre en quelque sorte à des commandes en tenant compte de contraintes en quelque sorte écologiques qui pourraient être listées dans une réglementation, mais il s'agit de réfléchir justement finalement à quelle terre on veut. C'est ça l'enjeu. Et donc, finalement, l'architecture peut être repensée à partir de, justement, enfin, comme la discipline qui, si j'ose dire, fait de la terraformation, comme on dit pour la planète Mars, comme Elon Musk souhaite le faire, enfin, donc du design terrestre, d'une certaine manière, si vous voulez. Donc la tâche, en tout cas, de l'architecture, à mon avis, aujourd'hui, est de rendre la terrestrialisation de nos manières d'habiter désirable, c'est-à-dire d'inventer des formes qui permettront aux habitants que nous sommes et aux habitants qui viendront d'avoir le désir de choisir certaines manières d'habiter qui favorisent justement l'habitabilité intégrale de leur propre espace. Donc de choisir par exemple des logements qui seront conformes à ces fameuses normes écologiques exigeantes. Et de le choisir pourquoi ? Parce qu'ils peuvent justement sentir dans leur manière d'habiter qu'il est question de l'habitabilité en général de leur espace, de l'habitabilité de la planète aussi ailleurs et aussi plus tard. Donc c'est une tâche immense, de même que le modernisme en architecture a rendu au fond l'industrialisation des modes de vie désirables, sexy. On se rappelle des textes de Le Corbusier en expliquant qu'il n'y avait rien de plus beau qu'un hangar, et on le comprend très bien, c'était magnifique, il faut bien le reconnaître. De la même manière, il faudrait, face à ce lyrisme, en quelque sorte, de l'anthropocénisation du monde que le modernisme a été, il faudrait attendre de l'architecture un certain lyrisme de la reterrestrialisation. Et c'est un art qui consisterait à faire en sorte que les habitants ressentent, donc c'est esthétique, ressentent la question de leur terrestrialité, ressentent leurs conditions terrestres dans leur manière d'être terrestre. Donc c'est un défi à proprement parler, oui, on peut dire esthétique, non pas au sens de la décoration, bien entendu, mais esthétique au sens de la sensation, de l'aesthésis. C'est sentir la Terre, faire sentir la condition terrestre aux terrestres que nous sommes, faire sentir la question de l'habitabilité dans nos habitats. Donc il ne s'agit pas simplement, à mon avis, disons, trouver des solutions optimales d'un point de vue technologique
au problème de l'habitabilité, hein, c'est-à-dire au sens, disons, voilà, de ne pas trop peser sur la Terre. Il s'agit, encore une fois, et c'est là où le rôle de l'architecte est, à mon avis, considérable, de savoir comment faire sentir ce problème, de telle sorte aussi que les habitants, les habitantes, eh bien, d'une certaine manière, soient actifs dans leur reterrestrialisation. Et on sait très bien que ça ne pourra pas se faire autrement. Hein. Enfin, il n'y a pas de solution, en fait, techno-scientifico-politique à cette reterrestrialisation. Donc, qu'est-ce que ce serait que cette architecture reterrestrialisée ? Eh bien, je dirais une architecture, encore une fois, qui est capable de faire sentir la condition terrestre dans la manière de fabriquer l'habitat terrestre, c'est-à-dire de faire sentir le problème de l'habitabilité dans les habitats. Bon, je suis assez frappé, je vous le dis, je ne sais pas si ça résonne, mais je dois dire que depuis très récemment, hein, j'avoue que désormais, je ne peux plus regarder l'architecture qui m'intéressait, que j'aimais. Encore une fois, je suis un amateur d'architecture très lointain, très naïf, etc. Mais je ne peux plus regarder les grands projets architecturaux avec la même innocence. Je ne peux plus voir, en fait, ces opéras, ces musées, ces fondations, ces stades, disons, qui font le caractère spectaculaire de l'architecture des 50 dernières années, sans y voir, en quelque sorte, des monuments à l'Anthropocène. Sans y voir, justement, typiquement, des manières de bâtir qui négligent la terrestrialité, qui permet ce bâtiment lui-même. Et il me semble effectivement qu'on est dans un changement de paradigme assez radical, dans lequel aujourd'hui, il me semble que le rôle de l'architecte n'est plus de bâtir des constructions étonnantes, mais il est peut-être tout simplement, comme je l'ai dit, d'être un clinicien de l'habitabilité, ce qui n'implique peut-être même pas forcément de bâtir. Mais il est d'être la personne qui sera entre la manière dont j'habite ici et les conditions d'habitabilité globale. Parce que la relation entre les deux n'est pas immédiatement visible. Donc, de même qu'on peut imaginer des manières de construire, effectivement, des bâtiments qui font sentir cette relation, de la même manière, on n'est pas obligé d'imaginer de tels bâtiments, et on peut se contenter, en quelque sorte, de le faire sentir, enfin de le dire, tout simplement, de le faire savoir, de montrer, en quelque sorte, comment nous nous insérons dans les grands cycles de l'entité terrestre. Voilà, donc je pense que peut-être aujourd'hui, au fond, on pourrait dire que l'architecture retrouve sa vocation peut-être profonde, enfin, qui est celle effectivement d'être cette clinique de l'habitabilité. C'est pour ça que je ne dis pas simplement un art, parce que je ne dis pas simplement de fabriquer précisément, mais au contraire plutôt de diagnostiquer, même, hein, d'une certaine manière. Comment, encore une fois, comment la question de l'habitabilité est présente ou non, ou plus ou moins présente dans la manière d'habiter dont nous sommes. Et bon, pour revenir en quelque sorte au point de départ qui a été le mien aujourd'hui, je dirais effectivement qu'on voit très bien que quand on regarde un projet comme celui de la capitale future de l'Indonésie, Nusantara, on voit très bien que dans cette capitale, on a une vision de l'architecture qui est totalement périmée, à mon avis, et totalement démodée, de l'architecture et de l'urbanisme, dans lequel précisément, alors même qu'elle se veut en quelque sorte optimale au niveau de toutes les contraintes écologiques, il n'y a aucune contribution à la manière, à ce que je viens de dire, c'est-à-dire au fait de présenter de manière sensible aux habitants de cette future ville le fait qu'ils sont problématiquement insérés dans l'histoire de la planète à laquelle ils contribuent. Et donc, vous voyez qu'il me semble que le travail est assez immense, puisque même une ville qui se veut optimale et au top des contraintes architecturales, des contraintes environnementales à construire dans 30 ans, peut-être, ou 20-30 ans, est encore aujourd'hui, au fond, me semble-t-il, complètement prise dans le paradigme dont il s'agit de se débarrasser. Donc voilà ce que je suggérerais donc pour l'architecture, de devenir des cliniciens de l'habitabilité. Voilà, je vous remercie et je m'excuse d'avoir parlé un petit peu longtemps.
Merci beaucoup. Vous nous aviez promis un récit. Ben, le récit est parfait. C'était vraiment très, très passionnant. Et c'est vrai que ça pose la question de comment diffuser d'abord construire ces nouveaux savoirs aussi, hein, parce que c'est vrai que nous, au bureau de la recherche, on s'intéresse évidemment à l'enseignement et à la recherche. Donc, il y a la question de formation initiale des architectes, hein, pour leur faire prendre la mesure de ce que vous dites. Parce que c'est vrai que la question de la transition écologique, pour l'instant, est quelque chose d'assez plaqué sur le paradigme du modernisme qui reste très, très ancré dans les écoles, hein, dans l'enseignement. Et ça vient juste en plus, et ça, Dimitri Toubanos pourra en parler. Là, ça réinterroge vraiment la façon de construire le projet et de se positionner dans le monde de la construction et de la transformation de notre habité, quoi, qui est sous nos yeux. Il y a beaucoup d'architectes qui disent qu'ils travaillent beaucoup trop hors sol, travaillent le projet pour le projet, et c'est vrai qu'on est encore dans de la production de monuments anthropocènes. Et il y a donc du coup beaucoup de travail sur la question de la discipline de l'architecture. En tout cas, merci beaucoup. Je vais laisser peut-être intervenir soit Eric, soit Marjane. Je ne sais plus lequel des deux souhaitait intervenir en premier. Comme vous voulez, Marjane, si tu es là, ou sinon j'y vais. Eric, vas-y. Oui, merci Valérie, merci Patrice. Merci, même si vous n'êtes qu'un amateur, de nous aider à penser finalement des nouvelles manières de concevoir l'architecture. Et du coup, face à un amateur, en tant que praticien, j'avais un soutien ou une question à vous poser. C'est que me voilà dans deux métiers différenciés, suivant la façon dont la Terre m'est nommée. Soit je suis dans une condition au bureau où la Terre n'est pas nommée, je veux dire par là qu'il n'y a pas d'aléas naturels connus, pas d'inondation, pas de canicule, pas de tremblement de terre. Et on continue, je dis bien on continue, tous ensemble, à me demander de faire une architecture de plus en plus étanche, une architecture qui isole les hommes de la nature et qui isole les hommes entre eux. Et je dirais même que c'est le critère avec lequel ma production est évaluée. Mais il m'est arrivé depuis une dizaine d'années, voire même une quinzaine d'années, à rencontrer des situations où la Terre est un peu plus endiablée, où les inondations sont là, où le sol bouge. Je suis en train de redessiner les deux vallées, Vésubie et Roya, après la tempête Alex. Et alors là, étonnamment, l'architecture qu'on me demande de dessiner, ou de penser plutôt, c'est une architecture qui permettrait aux hommes, je dis bien permettrait parce qu'on démarre seulement, de cohabiter pratiquement et affectivement avec le monde vivant de la Terre. Donc pratiquement, le critère inverse, je dirais que la première situation, c'est encore les modernes, et là s'ouvre un nouvel horizon. Donc, est-ce que vous pensez, c'est ça ma question, que les aléas seront pour nous, architectes, une façon de concevoir autrement? Et la deuxième question, parce que je pense que ça va prendre du temps si on veut coproduire les choses, de quel délai ou de quelle temporalité nous disposons pour avoir le temps, nous-mêmes, architectes, de nous métamorphoser, pour métamorphoser une fraction de la Terre. Alors, merci beaucoup, oui, pour vous poser une question. Je réponds à la deuxième avec des éléments de réponse qui sont juste des éléments de réponse, hein. C'est-à-dire, on sait aujourd'hui en fait que, enfin, on sait, une évaluation a été faite, hein, de ce qu'on appelle le budget carbone global, c'est-à-dire l'ensemble des émissions de carbone en fait dans l'atmosphère de la Terre tout entière. Et au regard de la quantité d'émissions annuelles, nous aurions 12 ans pour rester, disons, dans une quantité de carbone dans l'atmosphère qui serait compatible avec le fait de limiter le réchauffement de la planète à moyen, global, disons, à 1,5 degré, conformément aux accords de Paris. Donc ça donne une échelle temporelle, hein. Donc il y a évidemment, c'est une évaluation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'après 12 ans, d'après donc ces estimations, la probabilité de ne pas tenir en fait
de ne pas pouvoir, disons, réduire les émissions carbone de telle sorte à ce que la température de la planète diminue, reste en deçà des 1,5 degrés, sera supérieure à celle de réussir à la maintenir en deçà de 1,5 degré. Donc c'est une échelle temporelle. Évidemment, ça ne veut pas dire que tout s'arrête dans 12 ans. Ça veut dire que les choses deviennent toujours un petit peu plus compliquées, et plus compliquées d'une manière dont on n'est pas capable, à proprement parler, d'estimer la vitesse. C'est toute la réflexion sur ce que, justement, l'école de Stockholm, de Will Stephen et de Johan Rockström en particulier, appelle les tipping points, tous ces seuils planétaires, et éventuellement ce qui s'appelle des cascades de tipping points, c'est-à-dire on passe un certain nombre de seuils, et là on sort, disons, de mécanismes dynamiques, de mécanismes de régulation qu'on connaît, et à partir de ce moment-là, on ne peut pas très bien prévoir quelle est la temporalité des phénomènes. Donc, c'est pour répondre à la question, combien de temps nous avons on a très peu de temps, en fait. À l'échelle, disons, de la tâche, c'est notre vie. On saura, je crois, vous et moi, si nous vivons conformément à la moyenne de vie des gens de notre classe et de notre milieu et de notre genre, on saura à la fin de notre vie si ça a marché ou pas. Donc voilà, c'est l'enjeu de notre vie. Après, je suis assez intéressé par cette question, effectivement, le fait que la demande est un petit peu différente. Je me demande si la question, justement, c'est intéressant parce que, au fond, par rapport à la question que j'ai posée, c'est-à-dire celle de savoir si le problème de l'habitabilité terrestre, enfin, ou le problème de notre terrestrialité, de notre condition terrestre, peut être rendu sensible aux terrestres que nous sommes, je trouve que votre première question renvoie un petit peu à ça, c'est-à-dire dans quelle mesure, ce qui serait intéressant, c'est pas simplement de croire qu'on est en contact avec la nature, être, comme on sait, radicalement mythique et totalement moderne d'ailleurs, mais plutôt de savoir si justement on est plus ou moins capable de sentir les variations de ces mondes non humains qui témoignent du fait que quelque chose est en train de se passer. Et ça, je pense que c'est effectivement une demande très intéressante et importante. C'est est-ce qu'on est capable de se rendre sensible à ces signes? Et il faut reconnaître que nous autres, urbains, modernes, etc., on est très incompétents en matière de sensibilité. Moi qui suis en partie un philosophe de l'anthropologie, évidemment, j'ai beaucoup fréquenté des documents et des populations dans lesquelles la capacité perceptive à l'égard des transformations, en fait, dues notamment au réchauffement climatique, est très élevée, et beaucoup plus élevée que la nôtre. Donc nous, effectivement, on sait qu'il n'y a plus d'insectes sur nos pare-brises. Voilà. C'est un peu grossier, disons, comme perception. Et je pense que c'est très intéressant quand on vous demande quelque chose, et peut-être on peut l'entendre comme ça, c'est-à-dire on peut l'entendre que c'est une demande de sentir comment je suis imbriqué, en fait, dans ce qui est en train de se passer. Merci beaucoup, Patrice. Un grand merci. En tout cas, très envie d'aller à la Vésubie, à la Roya. Mais j'aurais envie de dire juste un mot sur cette histoire de la Vésubie et la Roya, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse d'ailleurs, parce que moi, je suis niçois, mais je veux dire, ça typiquement, vous voyez, cette question de la vulnérabilité sur laquelle vous avez travaillé, ça fait partie, dans la question du réchauffement climatique, dans le GIEC, il y a 3 grands chapitres. Il y a la question de la mitigation, c'est-à-dire de comment faire en sorte d'éviter en quelque sorte le réchauffement. Il y a la question de l'adaptation, et là en particulier ce que vous allez travailler sur la question de la vulnérabilité est lié à ça, c'est-à-dire comment faire en sorte que dans ce contexte, en quelque sorte transformer la manière dont on habite effectivement prenne en compte cette nouvelle vulnérabilité. Et la troisième, c'est la réparation. Et donc je pense que là, ça s'intègre dans ce deuxième chapitre en quelque sorte, qui est celui effectivement de l'adaptation. Et il faut qu'on comprenne que les 3 questions se posent également. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de produire des logements, par exemple, qui sont carbone neutral. Il ne s'agit pas non plus simplement de savoir comment se prémunir ou se préserver des vulnérabilités nouvelles qu'implique en fait un monde qui s'est réchauffé. Il faut faire les 2, et même les 3, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte le fait que la manière
dont vous êtes en train de reconstruire la vallée de la Vésubie affecte la probabilité que des événements climatiques de ce genre détruisent d'autres vallées au Népal, en Indonésie, en Australie et ailleurs. Et ça, c'est très difficile, je pense, de le faire sentir. Et je pense que c'est ça un des grands défis, en fait, de cette réflexion sur l'habitabilité. Merci beaucoup, Patrice. À bientôt alors. À bientôt. Marjane, tu souhaites intervenir? Oui, c'est plus un témoignage. Rebonjour, Patrice. C'est plus un témoignage sur une étude que j'ai amené à mener il y a 20 ans sur la ville de Téhéran, qui avait un destin effectivement très comparable, malheureusement, à ce qui arrive à Jakarta, où nous avons été contactés sur le fait que c'est une mégalopole où les rivières naissent et se meurent dans l'enceinte de la ville. C'est pour donner l'échelle. Et la ville est coincée entre la montagne et le désert. Et effectivement, cette ville était totalement asphyxiée. 80% des malades des hôpitaux du sud de la ville étaient malades de la consommation des fruits et légumes du sud, qui recevaient l'eau polluée issue de la fonte des neiges qui venait d'en haut. Cette eau traversait la ville et les habitants déversaient leurs déchets, leurs égouts dedans, et ça se déversait finalement dans leur grenier qui était en bas de la ville et qui produisait les fruits et légumes pour la ville. Et à cette époque-là, nous avons dû intervenir à une échelle d'intervention politique, des grandes discussions avec les arrondissements et des maires d'arrondissement pour effectivement les sensibiliser sur avec le discours à l'époque qu'on avait emporté avec nous de Paul Valéry, dont on parlait tout à l'heure quand on préparait cette intervention, dans son regard sur le monde actuel, où il annonçait le temps du monde fini commence, mais en 1945. Et effectivement, c'était intéressant parce qu'il disait déjà que toute la terre habitable a été de nos jours reconnue, relevée, partagée entre des nations. L'ère des terrains vagues, des territoires libres, des lieux qui ne sont à personne, donc l'ère de libre expansion est close. Et porter cette parole-là dans un pays où, comme la plupart des nations finalement, l'être humain s'était permis d'utiliser à 100% ses terres, se sentait illimité dans l'utilisation de tout ça, et l'étalement urbain à l'américaine par excellence, l'image effectivement de la maison individuelle qui finalement, si elle trouvait pas de place au sein de la ville, montait à la montagne pour venir encore plus asphyxier le système. Et notre rôle d'architecte commençait déjà il y a 20 ans par ce rôle-là de conseil auprès des politiques et d'aider finalement à dézoomer la situation. Moi, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, à la question qu'on nous pose, qui est qu'est-ce qu'un habitat désirable, abordable, mais responsable, et comme vous dites, un habitat habitable, l'habitabilité, effectivement, de cet habitat, notre challenge d'architecte, c'est de répondre à ces trois sujets. Ces trois sujets parce que la désirabilité, effectivement, notre programme aujourd'hui devrait être de traduire ce qui fonctionnait dans la modernité, ce qui plaisait dans cette modernité et qui faisait que les gens se sentaient à l'aise dans leur habitat, essayer de le traduire dans le contexte clos et borné d'aujourd'hui. Effectivement, avec les contraintes d'une terre limitée. Et pour ça commence par l'écoute du récit de l'habitant, de ce qui est le bien-être pour lui, l'endroit donc avec lequel il est en accord, comme dirait Bachelard, et effectivement celui qui nourrit son imaginaire. Donc, dans quel espace il peut être à l'aise, mais tout en étant responsable. Après, il y a la question de l'abordabilité dans le sens économique du terme, mais aussi dans le sens de la responsabilité écologique, que ce soit abordable pour tous. Et donc la question du foncier et le fait que ce foncier, effectivement aujourd'hui, est limité. On a atteint le seuil d'aller en chercher d'autres. Et donc la question du déjà là.
comment on fonctionne avec le déjà là, tout ce qu'on a déjà ici, pour éviter aussi, dans le sens de la soutenabilité pour la Terre, l'effet chaudron dont parle Paul Valéry, que effectivement on est en train de bouillir tout ça et les clapotis vont nous retomber dessus, comme dans la ville de Téhéran, les déchets sont revenus chez les habitants et les ont rendus malades. Et voilà, ça c'est la question peut, nos réponses peuvent être dans une recherche d'une densification juste, comme dirait Thierry Paco, essayer d'expliquer, faire accepter par des exemples, par des espaces exemplaires, comment effectivement on peut habiter de manière plus resserrée dans des espaces toujours désirables, en utilisant des matériaux responsables, des circuits courts, avoir une vraie notion du transport, de la différence de distance entre nos lieux d'habiter et nos lieux de travail, et comment faire des projets de plus en plus évolutifs, tenant compte des trajectoires des vies des gens, pour que ce déjà-là puisse se transformer au fur et à mesure de la vie des personnes et se reconstruire sur soi-même. Et je ne vais pas le développer, mais ce sont des pistes. On avait parlé de donner quelques pistes d'agissement des architectes. La question qu'on nous pose aujourd'hui, c'est une question difficile, mais effectivement, dans nos écoles, il faut qu'on apprenne que l'écologie, c'est pas secondaire et c'est le fondement même de notre façon de faire, de bâtir, et comment s'appuyer sur cette urgence climatique pour repenser un habitat désirable. Alors, je ne sais pas si vous souhaitez rebondir. Moi, c'était une réaction à ce que vous venez de dire. Et pour finir, effectivement, comme disait Thierry Paco, c'est la capacité d'être soi-même en compagnie des autres qui est notre challenge aujourd'hui, de créer cet espace-là. Merci beaucoup. Non, je ne peux pas répondre de toute manière, il n'y aurait pas vraiment le temps, malheureusement. Juste un petit point, je pense que j'ai essayé d'insister sur l'idée selon laquelle la question de la désirabilité n'est pas simplement celle du confort, ou même de être à l'aise, l'habitabilité au sens phénoménologique du terme, à vrai dire. Mais j'ai essayé de suggérer qu'en fait, il y a quelque chose dans le modernisme qui se rendait désirable parce que le modernisme associait certaines formes esthétiques à un événement cosmique, un événement qui concernait l'histoire humaine dans son ensemble. Et donc, en fait, je pense qu'il y avait une excitation, ce qui faisait que certains bâtiments, certains logements, certaines manières d'habiter, certains lieux étaient désirables, c'est qu'ils donnaient cette excitation à l'idée qu'on participait à une aventure collective majeure, quoi. Et je pense qu'on ne peut pas se contenter de simplement de dire, bon voilà, c'est désirable parce que c'est confortable, parce que vous sentez bien, etc. Non, c'est pour ça qu'il est important les questions, je pense, du récit. Et il y a une dimension en gros esthétique, en fait, au sens où il y a besoin comme je disais, d'un lyrisme de la terrestrialisation. Et je pense que, voilà, c'est la seule chose que j'aurais envie d'ajouter à ce que vous avez dit. Pour le reste, évidemment, je suis très j'ai pris plein de notes et je ne peux que prendre des notes. Ici, désirable, abordable, responsable, évidemment, c'est très utile comme manière d'organiser les choses. Mais j'insisterai quand même beaucoup sur cette question esthétique parce que je la trouve pas aujourd'hui. Je la trouve ni dans le milieu, mais je connais rien, hein, mais par exemple dans le monde de l'art contemporain que je connais un peu mieux, je la trouve pas non plus, en fait. Je ne trouve pas des manières de produire des esthétiques, en fait, disons, de la terrestrialisation aujourd'hui. Dimitri, tu peux intervenir? Oui, bien sûr. Merci Valérie. L'un des deux. Sophie, tu veux commencer? Enfin, qui se lance? J'y vais. Bon. En fait, je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit parce que justement, en fait, j'ai des questions et des commentaires, donc c'est un peu partagé. Mais là, le premier commentaire, du coup, c'est de rejoindre totalement cette question d'une volonté d'avoir une vision un peu plus globale, qui pose aussi la question de l'esthétique. Parce que pour ceux qui sont à l'auditoire, je pense que certains ou la plupart d'entre vous savent peut-être déjà que la question de l'écologie en architecture existe depuis assez longtemps.
Et en fait, l'esthétique qui était liée à cette question écologique en architecture était telle qu'elle ne rendait pas possible, justement, à mon sens, et c'est un travail de thèse que j'ai pu effectuer pour parler de cela, en fait, ne permettait pas de répandre, en fait, et de donner un sens commun qui permettrait à tout le monde de pouvoir s'approprier cette idée et de vouloir changer de paradigme. Donc ça, c'est un premier commentaire de manière globale qui s'accompagne aussi par le fait qu'à mon sens, l'architecture n'a pas pu aborder la question du développement durable ou de la transition écologique parce que, en fait, ce n'était pas un problème pour l'architecture. Pour moi, le développement durable, à la base, c'est une problématique liée à une question économique et politique, plus qu'à une question architecturale. Et une des difficultés que j'ai pu identifier, c'est le fait que on n'a pas supposé la question du développement durable ou de l'écologie dans des problématiques qui sont celles de l'architecture. Ça pose d'ailleurs la question de qu'est-ce que l'architecture, et ça, c'était une question que j'allais vous poser un peu plus loin. Mais globalement, moi, une des difficultés que j'ai pu identifier, et c'est là où arrivent des potentielles questions, c'est comment est-ce qu'on accepte de changer sa pratique quand on a travaillé d'une certaine manière pendant un certain nombre d'années. Je pense ça à la fois pour mes confrères praticiens, mais aussi pour mes confrères enseignants. Je suis à la fois enseignant et praticien. Il y a des modalités pédagogiques ou des modalités de pratique qui sont à l'œuvre. Donc, comment est-ce qu'on accepte de se former? Comment est-ce qu'on accepte de prendre le temps de se former ou de prendre le temps de changer sa pratique alors qu'elle fonctionne d'un point de vue économique? Donc, comment est-ce qu'on accepte de faire un pas vers quelque chose qui est inconnu alors qu'on est dans un monde d'une accélération permanente? Ça, c'est une première forme de question. La deuxième, en fait, c'est aussi la question à mon sens, d'un changement générationnel. C'est-à-dire que quand on va dans les écoles d'architecture, en fait, cette volonté de prendre en compte les enjeux de l'habitabilité ou les enjeux de l'écologie au sens plus global, en fait, elle existe et c'est les étudiants qui la portent. Les étudiants sont très friands, enfin, ils ont en attente en fait d'enseignements qui portent sur la question de la transition écologique, mais il y a une difficulté de les mettre en application. Il y a une difficulté en fait de changer le modèle pédagogique parce qu'en fait, on manque d'exemples sans doute. Et là, je vais parler un tout petit peu du réseau Ensaïco, qui est un réseau d'enseignement qui fédère en fait des enseignants sur la question de la transition écologique, mais qui justement a pour objectif de réfléchir collectivement à la manière selon laquelle on va pouvoir implémenter ces problématiques dans les enseignements. Il y a des enseignants en fait qui enseignent dans les écoles depuis 30 ou 40 ans sur ces thématiques, mais ils ont été très souvent marginalisés ou considérés comme étant justement de la même manière que la pratique un élément associé en fait. Ce n'est pas le projet lui-même, ce sont les éléments techniques qu'on essaie d'y associer. Et du coup se pose encore une fois la question du temps. C'est-à-dire qu'on parle de développement durable, d'écologie, des questions environnementales depuis 50 ans, à minima, dans l'univers de l'architecture. Et tout à l'heure, vous avez dit qu'on a 12 ans. Est-ce qu'on a vraiment le temps? Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce que justement on change ce paradigme? Est-ce qu'il faut un choc brutal ou il faut un changement de paradigme, on va dire, qui prend un peu plus de temps avec un échéancier qui est différent? Ensuite, j'avais une autre question sur justement, quel est selon vous, il y a eu un grand débat sur est-ce que l'architecture, justement, c'est uniquement l'exercice de la maîtrise d'œuvre? Comment est-ce que l'exercice du métier d'architecte peut dépasser la pratique de la maîtrise d'œuvre, donc la question de construire? Est-ce que pour vous, un architecte est quelqu'un qui ne construit pas? Est-ce que c'est possible? Et si oui, comment? Et après, dernière double petite question. En fait, vous avez dit tout à l'heure, et ça m'a interpellé, que en fait, il faut préserver l'habitabilité. Et du coup, moi, je m'interroge sur la relation entre habiter et posséder. Comment est-ce que justement on habite sans posséder? Je pense que Sophie pourra dire d'autres choses potentiellement sur la question du temporaire, enfin, il y a d'autres éléments, je vais pas monopoliser la parole, mais comment est-ce qu'on peut habiter sans posséder? Ça, c'est une question que je me pose. Et après, vous avez dit aussi que habiter, c'est décider pour la terre. Et ça, soit j'ai pas compris, soit je suis pas forcément d'accord. Je sais pas si en fait on peut décider pour la terre ou si c'est la terre qui décide pour nous. Après, c'est la grande opposition entre durabilité forte et durabilité faible, mais je ne sais pas si vous avez des choses à dire là-dessus. Bon, merci. Merci beaucoup. Donc, ça veut dire qu'il faudra faire d'autres conversations. Mais choisir sa terre, oui, bon, je pensais que c'était clair, mais effectivement, ça veut dire que la manière dont on habite, la manière dont on fabrique des logements, des bâtiments, des monuments, dont on organise les espaces, bref, dont on spatialise son existence, quoi,
En fait, la question n'est pas de savoir si on préserve l'habitabilité ou pas. Peut-être c'est pas très bien dit comme ça. C'est que, en fait, c'est qu'on infléchit la Terre. On infléchit le devenir de la Terre. Et ça, je crois que c'est un fait. C'est-à-dire que si vous continuez à émettre effectivement beaucoup de CO2 dans l'atmosphère, bah, vous infléchissez en fait les régulations terrestres d'une certaine manière, et donc on configure la planète. Donc c'est pour ça que j'ai dit, il faut quand même bien voir que habiter, c'est pas simplement voilà, prendre une place, quoi. Habiter, c'est déterminer en fait cet espace en tant qu'il est, qualifiable par un certain nombre de potentialités d'habitation qui viendront plus tard, éventuellement, ou à côté, etc. Donc voilà, donc je pense qu'effectivement, c'est. Mais en fait, en réalité, en disant ça, je pensais aux existentialistes. Hein. Je me rappelle de Sartre qui disait en fait que tout être humain choisit l'humanité. Et je pense effectivement que tout terrestre, en fait, aujourd'hui, tout terrestre, les terrestres que nous sommes, en fait, choisissent la Terre. C'est de leur responsabilité. Le mot de responsabilité a été utilisé. Voilà, donc pour le reste, il y a tellement de choses à dire, ce que vous avez dit, que je vais juste dire rapidement. Oui, je pense effectivement que c'est vrai que dans la modernisation, enfin dans le modernisme, il y a l'idée que, en fait, à un problème, on peut trouver une réponse sous la forme d'un produit, de quelque chose qui relève en fait d'une action qui est celle de la production. Et je pense que ça, effectivement, c'est un des a priori qu'il faut absolument dépasser. Et que cet imaginaire selon lequel, en fait, finalement, toute action a la forme de la production, c'est-à-dire du passage du néant à quelque chose, de la supplémentation de la réalité par un être de plus, ça me paraît effectivement inexact. Alors moi, j'aime bien opposer au mot production le mot improvisation. Improviser, ça veut dire effectivement répondre à une situation, mais sans nécessairement produire quelque chose, mais en faisant une différence qui elle-même répond à une différence et ouvre à une autre différence. Voilà, bon là j'ai tout un ensemble de choses à dire sur cette question de la métaphysique de l'improvisation versus la métaphysique de la production. Mais effectivement, je pense que ce sont aussi des choses que peut-être Sophie elle-même d'ailleurs sur lesquelles elle aura à intervenir, je ne sais pas. Donc, je lui laisse la parole. Je pense que c'est une bonne idée. C'est l'improvisation, ça la connaît, ça lui parle. Oui, j'ai tiqué là-dessus, là, c'est parfait. Merci beaucoup, hein, Patrice, et puis tous les autres intervenants là pour entamer cette discussion. Alors moi, j'aimerais revenir sur les concepts dont tu as parlé, donc le concept de reterrestrialisation. C'est vrai que moi, je parle beaucoup de reterritorialisation parce que je pense qu'avant que l'homme ne prenne conscience de ça, je pense qu'il faut replacer l'homme déjà dans sa capacité à faire partie d'un tout. Tu parlais d'œuvres collectives tout à l'heure. Je pense que malheureusement, dans l'acte de faire la ville dans nos sociétés occidentales, hein, je parle moderne et occidentale, contemporaine, on a oublié l'homme. Et on a tellement technicisé, expertisé et découpé les phases de production, que ce soit de l'habitat, du logement et de la ville même, de l'urbanisation, qu'on a oublié de remettre l'homme dans ce qu'est l'homme et tout son environnement, dans le fait même d'être présent dans cette œuvre collective qu'est la fabrique de la ville ou qu'est la fabrique de son habitat. Et ça, pour moi, c'est tout le drame de nos sociétés occidentales. C'est cette production standardisée, uniformisée et technicisée. Première des choses. Donc, avant que l'homme ne puisse se ressentir terrestre, ce qui est quand même un gros sujet pour l'humanité, je pense qu'il faut déjà qu'il puisse se sentir appartenir à un territoire et donc appartenir à son cadre de vie et à la fabrique de son cadre de vie. Donc, comment on repart, avant de se poser des questions existentielles, comment on arrive déjà à répondre de façon très concrète à des questions, on va dire, ultra urgentes, parce qu'on parle de logement, mais il y a plusieurs types de logements. Aujourd'hui, on a quand même une difficulté de se loger. On a quand même beaucoup de logements sociaux. Moi, je vois qu'il y a pareil, quand je vois, par exemple, ce qu'a provoqué l'Agence pour le renouvellement urbain, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Agence pour le renouvellement urbain donnait de l'argent pour démolir.
du logement afin d'en reconstruire autrement. Je me dis, mais là, on marche sur la tête. Donc, il faut repenser déjà ça de façon très concrète. Comment on se dit, mais parce qu'on a oublié qu'il y avait des hommes qui avaient habité là-dedans et qu'à un moment donné, c'était aussi ne pas détruire son cadre de vie et dire qu'on a peut-être fait des bêtises dans les années 50 ou dans les années 60, mais il faut qu'on les assume et peut-être qu'il faut qu'on trouve une inventivité, une ingéniosité dans nos métiers pour peut-être réassumer ces bâtiments et se dire que quand même, c'est du béton. Aujourd'hui, on n'en a plus. Et gardons-le et peut-être essayons d'habiter autrement ces formes de logement. Peut-être inventons une autre façon d'y vivre. Peut-être que c'est plus du logement et que ça correspond à d'autres espaces, etc. Donc, il faut inventer. Et c'est là que le mot improviser m'intéresse vraiment. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, on n'a plus la capacité, pour répondre aussi à Dimitri, d'improviser en architecture, puisque l'architecte n'est qu'un maillon en bout de chaîne qui répond à une commande et on lui laisse très peu de marge de manœuvre sur la façon de concevoir, puisqu'on doit répondre à un certain nombre de réglementations, de normes, de DTU, etc., etc. Donc, pour répondre à la question de Dimitri, bien sûr qu'il faut que l'architecte puisse ne pas faire que de la maîtrise d'œuvre, mais puisse être effectivement en accompagnant, en passeur et en personne qui est en capacité de reprendre possession d'un territoire parce que lui-même est habitant. Nous sommes tous habitants, l'élu, le commanditaire. Et comment on retrouve cette notion d'habiter par notre façon d'être habitant aussi de nos territoires et de nos villes. Et comment on peut redonner du sens à nos métiers en accompagnant aussi peut-être les décideurs, ceux qui ont encore le pouvoir aujourd'hui dans nos démocraties actives et ceux qui ont le pouvoir dans nos démocraties locales. Et donc moi, je pense que l'acte de bâtir est un vrai levier pour réactiver nos démocraties locales et mettre l'homme au cœur même du processus de fabrication de son environnement, dans son écosystème, à partir, et Marjane, tu l'as très bien dit, du déjà là, à partir des ressources matérielles et immatérielles qui vont composer un territoire et dont on a le devoir de révéler et de faire. On ne l'a jamais fait, ça, mais par exemple, l'État est un gros propriétaire foncier, la SNCF aussi, la Poste Immo aussi. On a des grands propriétaires fonciers et donc on doit faire l'état des lieux de ce dont on hérite aujourd'hui et qui pourrait être une autre façon de venir avant de remettre de la ressource, avant de dire on continue de construire et par paquet de 1000. Moi, je suis contre aussi de construire par paquet de 2. Il faut à un moment donné se dire qu'il y a du déjà là et peut-être repenser nos façons d'habiter à partir de l'architecture dont on hérite et qui mériterait qu'on s'y intéresse. Et ça demande beaucoup de matière grise, pas de matière première, mais de la matière grise. Donc ça demande à ce que, en termes de gouvernance et en termes de effectivement de capacité d'agir, on se remette autour de la table. On travaille ensemble et on travaille à partir de petites unités parce que effectivement, on voit bien que quand tout vient d'en haut de façon uniformisée, on n'arrive pas à les élus locaux n'arrivent pas à se dire je mets en œuvre ce dispositif généralisé. Donc à partir effectivement, le problème de la norme, c'est ça, c'est qu'elle prend, et vous l'avez très bien dit Patrice, elle prend un cas et de ce cas, elle en fait une généralité. Mais ce n'est pas possible de répondre au cas par cas avec une loi généraliste. Donc, comment on vient assouplir tout ça et donner de la justesse, du mou. Donc, pour continuer à répondre aussi à Dimitri, et donc il y a la question de la place de l'architecte aujourd'hui et la question du temporaire. Alors moi, je parle pas de temporaire, mais plutôt de programmation ouverte. C'est comment on retrouve dans ce déjà-là, dans cette architecture dont on hérite, une capacité à peut-être la réinvestir en improvisant et en se disant ne jugeons pas de ce qu'on est capable de faire a priori, mais plutôt a posteriori en testant les choses, en testant les espaces et en essayant de se dire qu'à un moment donné, depuis l'histoire de nos civilisations, je trouve que nos architectures ont quand même montré qu'elles pouvaient être réversibles. Et aujourd'hui, on n'arrive plus à les rendre réversibles à cause de la norme et des réglementations, ce qui est dramatique, alors que dans n'importe quel pays, on va dire plus sous-développé que les nôtres, c'est la première des choses d'occuper un bâtiment qui est vacant. Et nous, on ne sait plus faire ça parce que la réglementation nous dit ce n'est pas aux normes, donc si tu as un problème, c'est l'élu qui part en prison. Bref. Donc, on connaît la chaîne qui est dramatique de la responsabilisation aussi sociale et citoyenne. Donc, comment on re-responsabilise l'individu dans la fabrique, la production de cette ville, mais aussi la gestion. Et quand on parle de gestion, c'est qu'aussi on a dans la production du logement et notamment du logement social, on a déresponsabilisé aussi l'occupant, le locataire du logement social dans sa gestion, puisqu'on a dit on uniformise et on standardise le logement. Et donc les locataires deviennent des numéros dans les logements qui correspondent à 5 typologies types, alors qu'on sait que la famille a éclaté et que les 5 typologies n'existent plus aujourd'hui dans le logement social et dans le logement tout court. Et en plus, on dit derrière, il n'y a pas d'espace de vie, il n'y a pas d'espace que tu peux gérer en dehors de ton logement. Alors qu'on sait bien qu'effectivement, pour reprendre votre terme d'habitabilité, c'est un tout, c'est systémique et c'est le rapport à soi, au territoire, au travail, au développement, à la mobilité, etc., aux ressources, à la façon dont on mange, etc. Donc,
ça, c'est un tout et on l'a oublié. Le logement a été zoné par paquet et en plus a été déconnecté de sa façon de vivre son territoire dans son entièreté et la place de l'individu dans cette entièreté-là. Donc voilà, on va pas aller plus loin, mais c'est comment effectivement l'architecte, peut-être on rassemble les phases de fabrication. On arrête d'expertiser et d'être en silo, de travailler en silo. Qu'à un moment donné, effectivement, il faut se reposer la question de nos métiers. On peut plus avoir des agences, je sais pas où, qui répondent à des commandes, je sais pas où. Ça, c'est pas possible. Bah ouais, faut arrêter. Donc à un moment donné, faut aussi se responsabiliser là-dessus. C'est politique ce qu'on est en train de faire au sens sociétal. Donc à nous aussi. T'as raison de dire, Dimitri. C'est vrai qu'on est dans un monde qui va très très vite et on sent bien qu'en 30 ans, 10 ans, 20 ans, tout a changé très vite et donc il y a des métiers qui doivent se repositionner aujourd'hui avec des commandes qui vont changer. Mais ces métiers se repositionneront que si la commande change. Donc on doit accompagner les transformations de la commande et accompagner aussi du coup le fait de donner très vite accès à des jeunes étudiants d'archi qui sortent de l'école à des vrais terrains d'expérimentation et des sujets concrets. Donc il faut aussi replacer l'enseignement sur des cas concrets d'expérimentation, des terrains concrets. Et moi je pense qu'il n'y a que par l'expérimentation et la petite échelle qu'on pourra re-questionner la grande. Mais déjà se sentir voilà, appartenir à quelque chose au sein d'une œuvre collective sur un territoire pourra peut-être, je l'espère, nous faire prendre conscience qu'on appartient à quelque chose de plus grand. Voilà, j'aimerais bien que vous rebondissiez là-dessus, Patrice. Oui, volontiers. Non, effectivement, cette question du rapport entre terre et territoire est essentielle. Alors moi, dans mon livre, là, Le philosophe, la terre et le virus, Bruno Latour expliqué par l'actualité, en gros, ce livre est vraiment consacré à ça, en réalité, à l'articulation de la question du global et du local, de la terre et des territoires. Et alors, ce que je voudrais quand même dire, c'est en fait, ce serait une catastrophe si on en finit par les opposer. C'est-à-dire si on arrive à opposer territorialisation et terrestrialisation, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que je crois aujourd'hui, ce qu'il faudrait trouver comme solution, c'est effectivement qu'au niveau local, justement, on puisse sentir d'autant mieux qu'on s'installe dans la localité, dans la proximité, voire même dans l'intimité, qu'on puisse d'autant mieux sentir le fait que ce qu'on fait ici et maintenant concerne en fait ce qui se passe ailleurs et pour très 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 longtemps. Et que la question planétaire est ici, elle est dans mes tuyaux, elle est dans mes becs de gaz, si j'ai des becs de gaz, elle est dans mes radiateurs, elle est dans mes fenêtres, bref, elle est partout. Donc, et ça c'est très très important. Et je pense encore une fois, peut-être c'est un rêve, mais je pense que les architectes sont des gens capables de nous le faire sentir en fait, et qu'il y a là un espace à occuper, si je veux dire, qui est cet espace intermédiaire entre le local et le global, et que surtout il ne faut pas choisir, parce qu'effectivement il ne faut pas se trouver d'un côté entre les gens qui ont des standards en quelque sorte, et il faut quand même des trucs qui sont de l'ordre de la coordination. On est face à des problèmes d'échelle planétaire, donc on ne va quand même pas éviter la coordination. On veut de la coordination aujourd'hui. On manque de coordination au niveau international sur ces questions. Donc on ne va pas dire qu'on veut que les gens se sentent juste à fond dans ce qu'ils font, là où ils le font. Non, on veut qu'ils sentent en fait que précisément il y a un problème de coordination. Donc voilà, d'un côté, mais on ne veut pas non plus que ce soit effectivement complètement sur la standardisation parce qu'on pense que ça ne va pas marcher et qu'on ne peut correctement en fait habiter justement, enfin prendre souci de l'habitabilité que si on comprend qu'elle permet plusieurs manières d'habiter. Mais ces plusieurs manières d'habiter doivent toutes, malgré tout, être concernées par l'habitabilité de la planète dans son ensemble pour d'autres manières d'habiter. C'est ça la clé. C'est monisme égale pluralisme, disait Gilles Deleuze. Donc c'est très important vraiment pour moi de faire comprendre que la perspective globale n'est pas du tout opposée en fait à la perspective, disons, territoriale. Et qu'en plus on prend en considération la question planétaire par ailleurs, plus on sent les divisions en fait territoriales. Je veux dire, je suis en train là d'envahir un atoll du Pacifique en chauffant mon appartement ou en faisant une visioconférence. Donc les territoires se superposent et il faut prendre en compte la question territoriale dans la question globale et inversement. Et je dirais la même chose pour la question existentielle, comme vous l'avez dit, et la question sociale. Évidemment, ce serait une catastrophe si on aboutissait à une opposition entre l'idée sur laquelle il y a des problèmes urgents, qui sont des problèmes sociaux, qui sont des problèmes de misère, qui sont des problèmes tout simplement aussi pas simplement de misère d'ailleurs, de bon sens presque, et en même temps des questions effectivement qui sont des questions cosmo-historiques, historico-mondiales. Et là aussi, aujourd'hui, on sait que la question, par exemple, de la pauvreté n'est pas du tout une question qui est
extérieure au problème du réchauffement climatique, et inversement. Donc, je crois que notre rôle est justement pas du tout de les opposer, mais au contraire de montrer que c'est le même problème. Et ça, c'est concret. Je reconnais que je le dis de manière très générale et qu'il faut donner plein d'exemples concrets. Mais je pense que c'est quand même ça, la fait. Je suis très très sensible évidemment à cette idée selon laquelle l'architecture pourrait faire quelque chose de ce qui est déjà là, et notamment de ce qu'on hérite, et notamment de la modernisation dont on hérite. Ça, je suis très sensible à ça, d'autant plus qu'effectivement, je vois très bien que c'est ce que ça implique, disons, concrètement pour la notion d'improvisation. Hein. Et je vois bien, en fait, que des démarches, un peu comme celle, justement, de la preuve par 7, sont tout à fait dans cet esprit de l'improvisation. C'est-à-dire qu'on n'est pas là dans la planification, mais on est là tout le temps, effectivement, dans une manière d'accompagner, de répondre, d'interagir. Et effectivement, on peut imaginer une forme de l'architecture qui est plus immanente, plus immergée, en fait. Mais là encore, ça veut pas dire moins concerné, bien sûr, par la question globale. Mais au contraire, plus capable, précisément, je répète, de faire sentir le problème du terrestre dans l'expérience locale d'un terrestre. On ne peut pas rester, si vous voulez, moi j'ai horreur de Heidegger, voilà, je vous le dis quand même. Je trouve que les architectes ont trop lu ce nain nazi de la forêt noire, comme l'appelait Deleuze. Il faut arrêter avec cette question de l'habitabilité comme problème phénoménologique. Ce n'est pas un problème phénoménologique, l'habitabilité, c'est un problème géologique. Voilà. Et donc c'est vrai que les gens ont du mal aujourd'hui à vivre sans doute dans certains mondes, mais le problème fondamental, en fait, vraiment, il est géologique. Et donc on doit articuler, et je veux dire, plus on comprendra qu'il est géologique, plus ça aura de sens, la manière dont on habite. Plus on habite de telle sorte à ce qu'on est effectivement concerné par le problème de l'habitabilité planétaire, je suis convaincu que plus on aura de sens à la manière dont on habite. Et ce n'est pas du tout opposé. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. C'est super, Patrice. Non, c'est super. Merci beaucoup. C'est parfait. C'était cette interaction qui, pour moi, est essentielle et que tu as très bien remis en perspective. Merci. Ok, ben merci beaucoup. Oui, moi, en fait, on va peut-être bientôt terminer parce que on avait dit 18h30, mais je pense qu'effectivement, juste rappeler cette idée de clinicien de l'habitabilité que l'architecte peut faire sentir, en fait. Hein, mais ça, c'est tout un savoir à constituer, en fait, hein, que chaque architecte sorte de l'esprit moderniste et justement là humano-centré, parce qu'on est dans une logique humano-centrée, hein, et qu'il rentre dans une logique géocentrée. Je pense que c'est quand même un enjeu de formation, de construction de récits qui est fondamental, parce qu'on ne pourra pas déplacer les métiers, les savoirs et les pratiques si on n'a pas un prérequis très très fort, quoi. Et ça, comment le constituer et le diffuser, c'est un peu la question que posait Dimitri. Pourquoi les architectes changeraient de savoir-faire? Pour l'instant, ils sont vraiment construits sur ce savoir-faire des modernes. Et pourquoi ils changeraient? Et ça, je pense que c'est de la formation et c'est un enjeu culture, si je peux me permettre, en tant que représentante du ministère de la Culture. Et il faut l'intégrer à la fois dans les formations initiales, mais sans doute dans des formations continues. Et en voir l'intérêt, quoi. C'est construire ce récit collectif. Alors, ça sera pas que les architectes qui le construiront, mais ils peuvent le diffuser et le transmettre dans leur façon de travailler. Simplement, il y a cette formule de Latour, là, où atterrir. Hein, donc, il y a plusieurs terres possibles, en fait. Et d'ailleurs, si vous regardez les scénarios du GIEC, c'est assez frappant, parce qu'effectivement, ils réfléchissent en scénarios de terres, en fait, différentes terres. Et donc, c'est vrai que je pense qu'il y a quelque chose dans cette idée de clinicien de l'habitabilité. Ça veut dire aussi être capable de nous dire, là, ici et maintenant, regarde, c'est ça ta terre, en fait. Ouais. C'est ça que tu vas comme terre. Et il y en a plusieurs possibles. Celle-là, la tienne, c'est celle-là. Donc la terre, donc on voit bien, vous voyez, dans Don't Look Up, le film. Oui, c'est ça, c'est être un peu on voit bien qu'il y a certaines terres, en fait, c'est en fait une terre, une exoplanète très lointaine, où il y a des sortes de dinosaures qui finissent par manger. Bon, voilà. Et c'est ça leur terre, en fait. La terre de Elon Musk, c'est celle-là. Bon, la nôtre, c'est peut-être une autre, mais laquelle? Et il y en a plusieurs, en fait, possibles. Et donc, c'est ça qu'il faut c'est ça aussi, peut-être, ce que veut dire un clinicien d'habitabilité. C'est l'architecte très capable de nous dire quelle est notre terre, étant donné notre manière de. Dis-moi comment tu habites, je te dirai quelle est ta terre. Ça, c'est aussi un travail. Mais je crois aussi qu'il y avait la réaction de Catherine Sabat. Catherine, tu souhaites intervenir?
Oui, oui, moi je vais être brève, c'est la fin, beaucoup a été dit et merci beaucoup. Je voulais juste être un tout petit peu plus radical peut-être et dire que construire ou habiter, quel que soit le sens dans lequel on prend, c'est détruire. C'est-à-dire que de tout temps, en construisant, on a détruit quelque chose, on a marché sur une herbe, on a marché sur une fourmi, on a coupé un arbre, on a empêché un champ de se développer ou pas des cultures justement, mais de la végétation sauvage, etc. Donc, habiter ou construire, c'est aussi une guerre et on l'a oublié, on l'a développé en termes de progrès. Moi, j'ai envie de vous demander, quel est votre degré d'optimisme? À quel moment ce qui a été considéré comme le développement de la civilisation et du progrès est devenu insupportable, voire irréparable? Et d'ailleurs, ça n'est pas insupportable et irréparable à tous les mêmes stades dans les différents pays. Vous avez parlé tout à l'heure de Jakarta. Effectivement, le déplacement de cette capitale va créer d'autres problèmes et puis ça dit bien la manière dont on réfléchit, c'est-à-dire on a épuisé la Terre quelque part, ben, on va partir ailleurs, éventuellement sur la Lune ou sur une autre planète comme vous l'évoquiez à l'instant. Heu, Pourquoi ce grand récit, ne trouve-t-il pas son lyrisme? Bah, parce qu'il est extrêmement anxiogène et angoissant et que la frugalité heureuse, n'est pas, pour l'instant en tout cas, dans la manière dont on l'a définie, ni forcément très heureuse, ni forcément très sexy. Voilà donc moi, je me dis, le confinement nous a tous renvoyés à notre condition d'habitants. La crise écologique nous renvoie tous à notre condition de terrien et c'est heureux parce qu'effectivement, on s'aperçoit qu'on l'est. Mais comment est-ce qu'on fait pour choisir de réparer plutôt que de se tirer, quoi? Oui, effectivement, c'est vrai que c'est une manière assez radicale de le dire et très juste, effectivement. Et oui, c'est vrai que je comprends très bien ce que vous dites, enfin, quand vous insistez sur le fait qu'habiter, c'est toujours d'une certaine manière aussi détruire. Et comme je disais tout à l'heure, là, enfin, moi j'ai développé un concept justement qui est celui d'empiètement. Quand on envisage les choses effectivement dans cette articulation du local et du global, en fait, tout territoire se définit par le fait que d'autres territoires empiètent sur lui. Et d'une certaine manière, se territorialiser, ça veut dire aussi pouvoir un peu écarter en fait d'autres territoires qui empiètent sur le mien. Et ça veut dire en fait que c'est immédiatement un problème diplomatique. Et donc, on ne peut pas, disons, habiter, c'est un problème géopolitique, on va dire, dans le sens aussi de géo, qui est justement inclus le mot Gaïa, quoi, Gaïao politique, d'une certaine manière. Donc, je suis tout à fait sensible. Maintenant, justement, c'est pour ça que ça veut dire il faut choisir la terre, en fait, sur laquelle on veut habiter. C'est-à-dire, certes, il y a de la destruction, certes, il y a du conflit, certes, il y a des partages, immédiatement, en fait, en réalité, irrévocablement. Et c'est pour ça qu'il faut, qu'on les voit, qu'on les sente, que ce soit des choses qui soient données à percevoir. Je veux dire, très concrètement, par exemple, moi, je trouve qu'il manque un petit peu une manière, je ne suis pas le seul à le penser, hein, c'est des anthropologues comme Anat Singh, par exemple, diraient les choses comme ça. Il nous manque une manière de replonger les produits, disons, dont nous nous environnons, dans les chaînes de production dans lesquelles elles se trouvent, et de voir, en fait, d'où ça vient. De voir, justement, quelle est la terrestrialité de notre mode de vie. Ça, ce sont des choses qu'on ne voit pas, en fait, en réalité. Et donc, je pense déjà que ce serait important qu'on le voit. Et éventuellement, après, c'est les questions aussi que posait tout à l'heure Sophie, c'est la question des procédures de décision collective ou des procédures de négociation. Et donc, la question de la reterrestrialisation, comme on voit, est une question qui est à la fois technologique, qui est une question géographique, qui est une question géopolitique, mais c'est aussi une question, en quelque sorte, oui, politique et même administrative, en fait, d'une certaine manière. Quels sont les lieux de décision, en fait, pour ce genre de choses. Donc voilà, donc c'est un... Alors après, mon optimisme dans l'affaire est très bas. Hein. Je ne fais absolument aucune illusion. Et je pense qu'on n'évitera absolument pas une très grande série donc, de catastrophes, et y compris de conflits d'une très grande virulence, en fait. Je crois que c'est ça le véritable horizon de la transition écologique. En fait, c'est la guerre. Hein. Ce sont des guerres, en fait, d'une certaine manière. Bon, mais ça, c'est comme ça. Je pense que c'est vrai. Malheureusement, je pense que c'est inévitable. Je ne sais pas que je le souhaite du tout, hein, mais je pense que les
les intérêts à ne pas justement transformer nos manières d'être de telle sorte à ce que le problème de notre terrestrialité il devienne actif en fait. Les intérêts sont tellement grands que c'est simplement un niveau de conflictualité très élevé qui pourra en fait faire changer quelque chose. Donc bien sûr, c'est très important ce qui s'est passé les 2 dernières années ou les 5 dernières années, je ne sais pas, parce que moi quand je travaillais ces questions-là, et probablement d'autres parmi vous ici ont eu cette expérience, quand on a commencé à travailler ça, finalement, on était un petit peu, pas seul, mais enfin, un petit peu marginaux. Et là, en 2-3 ans, les consciences ont complètement bifurqué. C'est l'effet Greta Thunberg. Donc il y a un effet générationnel, en effet. Bon, c'est pour ça aussi, quand j'ai écrit mon livre sur la tour, c'était aussi une manière de dire, en fait, l'histoire a rendu la tour aujourd'hui pertinent pour l'actualité. Parce que finalement, le réchauffement climatique est devenu en fait une question importante. Et pas que le réchauffement climatique. Bon, l'extinction de masse, l'effondrement de la biodiversité, etc. Donc, bien sûr, il y a un changement des consciences. Certainement, ça joue, c'est absolument crucial. Mais après, je pense en fait que c'est dans tous les domaines de notre vie que se mène en fait en quelque sorte cette guérilla. Et c'est pour ça que je suis vraiment content en fait de ces rencontres parce que ce sont ces lignes de front là en fait chez vous, dans votre domaine, mais ailleurs dans l'alimentation, ailleurs dans le transport, etc. Dans l'université, dans la question de l'enseignement, partout en fait ces questions seront posées et on va voir des lignes de fracture se déterminer. Et ce que je dirais simplement, c'est que je pense qu'il ne faut pas faire, c'est se précipiter à croire qu'on sait quelle est la solution et même qu'on sait quel est le problème, d'une certaine manière, à part le dire comme je le dis, à savoir la négligence de la condition terrestre en fait, de nos modes de vie. Je pense qu'il ne faut pas se presser de pointer l'ennemi. On peut pointer certains ennemis, mais de croire qu'on les a tous, non, parce qu'en fait c'est un problème qui nous divise, chacun d'entre nous, et donc qui divise chacune des professions, chacune des activités. Et c'est ça qui est intéressant. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'enthousiasmant ? Moi, je ne peux pas le dire autrement que de dire, mais enfin, c'est une élévation considérable du niveau de lucidité et de conscience dans l'histoire de l'humanité et même, d'une certaine manière, de l'univers. Pour la première fois, des êtres d'une certaine planète ont à charge l'habitabilité planétaire de cette planète. C'est extraordinaire, c'est un moment extraordinaire. Je pense que ça peut exciter tout le monde. De même que les gens, je suis convaincu, se sont jetés dans la modernité, pas parce que la vie était plus agréable, la vie n'était pas plus agréable, je ne crois pas du tout, mais parce qu'ils y croyaient, quoi. Ils croyaient que ça allait aboutir à l'abolition des classes, à des trucs de l'ordre, effectivement, du rêve, en fait. Et bien moi, je pense, en fait, qu'on a bien raison de penser qu'aujourd'hui, à travers ces énormes conflits que nous allons traverser, ce qui est en jeu, c'est notre capacité à nous, terrestres, prendre en charge notre condition terrestre. C'est passionnant, ça. On va devenir des êtres supérieurs, beaucoup plus qu'en devenant des transhumanistes. On sera encore supérieur en devenant plus terrestre, et non pas en devenant transhumaniste. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça qu'il faut rendre excitant. Voilà. Le chant des terrestres. Merci beaucoup, Patrice Madiglier. C'était vraiment passionnant et vous terminez quand même sur une note d'espoir, parce qu'on a eu peur, parlant de. Le chant, c'est aussi compatible avec la guerre, malheureusement. Oui, c'est vrai. De toute façon, en même temps. Écoutez, merci à tous d'avoir participé. Donc c'est c'est un premier temps, puisqu'on a les 3 autres conversations qui viennent pendant les mois qui viennent. En fait, c'est enregistré, donc les échanges seront mis sur YouTube très rapidement par Act and Match. Donc vous pourrez aussi, on vous enverra un lien pour que vous puissiez le diffuser autour de vous, pour qu'en fait ces échanges et ces questions se transmettent. Et je vous souhaite une excellente soirée et merci encore d'avoir participé et d'avoir été aussi enthousiasmants les uns et les autres. Merci surtout à vous de cette invitation et de ces matériels. Merci. Merci.